Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en avril 2024 et c'est l'épisode 364. Une actu qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter dans Tech Café, avec une petite session mobilité, parce que c'était le festival, tenez-vous bien, avec ce titre Vélo in Paris, avec un mélange de franglais assez douteux, mais bon, l'événement avait l'air assez cool. Et puis il y a eu plusieurs restitutions, notamment des copains de chez Frandroid, et je voulais en partager quelques-unes avec vous. On a aussi plein d'autres informations dont on va pouvoir parler ensemble, comme des évolutions pour le droit à la réparation, Apple qui préfère, c'est tombé tout récemment, détruire des appareils plutôt que de les reconditionner, c'est le petit scandale du moment, des évolutions chez Home Assistant, ça va plaire à l'équipe complète de Tech Café Domotique, ça tiens. Et puis forcément un petit peu d'intelligence artificielle. On a aussi du nouveau concernant le Rabbit Air One. Alors est-ce que ce petit appareil fera mieux que le Human AI Pin? On verra. On va reparler de tout ça. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve un des larrons qui officie dans Tech Café Domotique régulièrement. Il a eu la gentillesse de se joindre à moi. C'est Gaëtan de Cotigeek, ou même Coticast. Salut Gaëtan, comment vas-tu? Salut Guillaume, merci pour l'invitation et ravi de te retrouver dans cet épisode. Écoute, merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation, parce que donc Guillaume Poggiaspala a fait faux bond pour cette semaine. Il est parti en retraite immersion. Tu sais, nous, quand on veut vivre des expériences fortes, Gaëtan, on se déconnecte, tu vois, on coupe tout le numérique. Lui, il a décidé de faire l'inverse. Il a décidé de vivre une semaine encore plus dépaysante. Il a été dans un séminaire où il s'est vu forcer le fait d'utiliser les réseaux sociaux, et en particulier sur des appareils Apple. Alors depuis, il n'arrive pas à se remettre, tu vois. Donc, il n'est pas là. Oui. Il n'est pas là cette semaine. Et ça me fait plaisir parce que je t'entends toujours dans les épisodes de Tech Café Domotique que vous faites avec Julien et avec Antoine, mais on n'a plus souvent forcément l'occasion d'échanger ensemble. Donc voilà, c'est très agréable de pouvoir partager un épisode avec toi. On va donc parler de tous ces sujets. Juste avant, je voudrais dérouler l'éternel tapis rouge pour les personnes qui ont accepté de soutenir Tech Café sur Patreon, avec Grégoire Sanker, Damien, il s'appelle comme ça, Sébastien Maintenet, Julien M, Damien, Olenoble et Valkan aussi, que vous avez entendu. Peut-être pour celles et ceux qui ont assisté au précédent live Patreon qui a eu lieu en début d'année, Valkan qui fait le podcast, c'est quelque part le blog audio, la newsletter hebdomadaire en audio de la semaine de Valkan. Il était venu parler de l'usage qu'il faisait d'Obsidian, c'était hyper intéressant, et donc il rejoint lui aussi la cohorte des personnes qui soutiennent Tech Café sur Patreon, parce que, je le soupçonne, c'est ce qui a provoqué son abonnement à lui, parce qu'il y a un nouveau live Patreon qui arrive, et dans quelques jours, au moment où on enregistre l'épisode, ce sera le 2 mai, le jeudi 2 mai à 20h, on va recevoir Olivier, qui est derrière les publications qui étaient identifiées comme celles de l'économiste sceptique. Il y avait eu une interview de lui il y a quelques semaines, et il va venir nous parler de l'usage qu'il fait de Ghost, qui est un CMS, un outil de publication. Il va nous parler un petit peu de la manière dont il publie son contenu. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir soutenir Tech Café sur Patreon, patreon.com/techcafé. Vous pouvez même vous désabonner quelques jours après, vous pouvez faire votre filou, dès que vous avez le lien, hop, vous désabonnez, parce que Patreon, c'est sans engagement, et vous pouvez de toute façon même plafonner votre participation et vous contribuer au financement d'un podcast qui est mis à disposition gratuitement. Et en échange, vous avez même un flux privé qui vous permet d'ajouter Tech Café dans votre app de podcast pour écouter les épisodes sans la pub. Donc voilà, vous savez comment faire, c'est sur patreon.com/techcafé. J'en profite aussi pour relayer un avis Apple Podcast. Alors, notre petit jeu, Gaëtan, dans Tech Café, dans les podcasts en général, c'est d'identifier d'où viennent les avis sur les apps de podcast. Et là, en l'occurrence, on a un avis sur Apple Podcast qui a été déposé depuis le Portugal. C'est José12 qui a déposé un avis et qui dit « Super podcast » et dit « Donc, je suis au Portugal, je viens de terminer l'écoute du dernier épisode, je suis vraiment impressionné. La profondeur des discussions, les sujets captivants et les échanges charmants entre les animateurs rendent l'écoute véritablement enrichissante. Il est évident qu'une grande passion et un travail acharné sont investis dans la production de chaque épisode. Continuez votre excellent travail, ce podcast est un bijou parmi tant d'autres. Merci beaucoup. Alors déjà, j'espère qu'on va être à la hauteur, Gaëtan et moi, en l'absence de Guillaume Poggiaspala. Oui. Mais moi aussi, tu sais, parce que Guillaume Poggiaspala fait un énorme part de préparation des épisodes. Donc tu vois, quand il est plus là, je suis paumé. Moi, je sais plus comment faire. Je fais une veille qui n'a rien à voir, je pense, avec la sienne.
Écoute, on va essayer d'être à la hauteur ensemble. Et en tout cas, si vous voulez nous faire savoir que vous n'êtes pas satisfait de cet épisode, vous pouvez le faire de plein de manières différentes sur les réseaux sociaux évidemment, mais aussi sur techcafé.fr. Vous pouvez déposer des commentaires sur les articles qui accompagnent la parution des épisodes. Et il y a même un serveur Discord, techcafé.fr/Discord, où on peut parler de plein de choses et pas que de tech d'ailleurs. On parle vraiment de plein de sujets différents, la famille, etc. Et même la mobilité. Et alors donc du coup, sans autre forme de procès, on va pouvoir aborder ce petit sujet parce qu'on parle régulièrement vélo, trajet, domicile, travail en vélo sur le serveur Discord. Et je suis tombé au travers des restitutions sur Frandroid, comme je le disais en intro, sur des articles donc, qui parlent de vélo in Paris. Alors je trouve ça toujours un peu bizarre, ces espèces d'anglicismes in Paris. Je pense qu'ils c'est Emily in Paris. C'est ça, il y a un côté Emily in Paris. En tout cas, il voulait parler de... Enfin, c'est évidemment un festival, enfin un salon qui parlait de vélo de manière générale, de la mobilité autour du vélo. J'ai plusieurs petites choses que j'ai identifiées grâce à Frandroid dont je voulais éventuellement un petit peu parler. Et puis, je suis évidemment curieux d'avoir un peu ton regard et tes avis là-dessus, Gaëtan. Donc, il y a peut-être déjà une photo qu'on peut avoir sur le marché du vélo. Moi, c'est vrai que j'en étais resté sur une explosion, notamment avec la période de confinement suite au Covid-19. En fait, c'est un marché qui, globalement, a une baisse importante, à la fois sur le plan mécanique et électrique. Alors, j'étais très étonné. Moi, je pensais qu'on était dans une dynamique énorme. Et en fait, c'est pas si glorieux que ça selon les derniers résultats. Il y a même une surproduction énorme. Il nous donne le chiffre d'une surproduction de 142%. Donc, ça veut dire que, grosso modo, on fabrique plus de vélos que les gens n'en achètent. Et ils identifient même le fait que si on regarde les stocks actuels, il faudra sans doute 1 an pour tout délivrer, avec beaucoup plus d'importation que d'exportation. Donc, ce n'est pas non plus une industrie française qui fait l'objet de beaucoup de production de vélos qui seraient stockés et qui attendraient d'être vendus. En plus, c'est de l'import, donc tout ça est un peu curieux. 80% des cadres, et donc des cadres de vélo, vous l'avez compris, sont fabriqués en Asie. Et moi, j'étais en fait vachement étonné de cette situation et je m'imaginais qu'il y avait beaucoup plus de dynamisme. Donc voilà, il y a d'autres éléments dont on va pouvoir parler un tout petit peu en détail pour compléter. Mais je sais pas si tu utilises jamais de vélo, toi, Gaëtan, Non, que ce soit à titre sportif ou pour un déplacement. Non, j'ai un vélo, mais le vieux vélo traditionnel, pas du tout électrique, que j'utilise rarement. C'est pas mon kiff le vélo. Puis j'habite dans un petit village. Bref, en termes de mobilité, la voiture est malheureusement indispensable. Ouais. Par contre, j'ai la chance ou pas, non. Bref, je travaille sur la région parisienne et sur Paris en l'occurrence. Et donc, j'ai l'occasion de voir un petit peu ce qui se passe en termes de mobilité. Et j'ai des collègues qui habitent sur Paris et le sujet vélo électrique, effectivement, fait partie de leur quotidien. Et effectivement, je ne m'étais pas du tout posé la question et les articles que présentés effectivement dans cet épisode m'ont donné matière à réflexion. Et j'ai plusieurs avis, mais qui ne sont que les miens. Première chose, un vélo électrique ou vélo normal, tu vas le renouveler beaucoup moins souvent qu'une voiture. Une voiture thermique ou électrique a une durée de vie, liée par rapport à son kilométrage. Sur un vélo, on parle rarement de kilométrage. Ton vélo, il fonctionne, il va bien. Tant qu'il n'est pas en panne, ça tombe rarement en panne, à part une chaîne et... j'enlève le parti électrique, mais il y a très peu de réparations sur un vélo. En gros, ton vélo, tu te le fais voler ou tu le gardes. Pour faire très simple, ou tu le changes si tu as envie de le changer. Mais tu n'as pas le même besoin, tu n'as pas le même marketing, on va dire, à travers le vélo que tu as à travers l'univers de la voiture, où tu as des nouveaux modèles, tu as des couleurs, tu as des options, tu as plein de choses. La valeur se dégrade moins d'ailleurs. Et la valeur se dégrade moins, et tu as totalement raison. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, le côté mobilité dans les grandes villes. Donc je prends l'exemple de Paris, parce qu'on parle de Paris, mais les grandes agglomérations françaises en vélo, je pense qu'il n'y a pas tant d'agglomérations que ça qui sont pro-vélo et qui amène beaucoup d'utilisateurs, des utilisateurs de plus en plus à se projeter sur le vélo en facilitant les transports à travers cet usage. Enfin, quand je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il y a une quinzaine de villes, en tout cas c'est peut-être une vingtaine, grand max en France. Donc ton marché est vite saturé par rapport à ce côté mode, entre guillemets. Et si je prends maintenant toujours le côté grande ville, je pense que l'effet Covid, où les gens sont un peu partis de la ville, enfin je reviens toujours sur Paris, où il y a eu même au niveau immobilier, il y a eu toute une sorte de post-Covid où les gens partaient pour aller vivre à la campagne, et les gens à la campagne ne prennent plus leur vélo. Enfin, il n'y a plus ce sujet vélo. Donc tout ça un peu mélangé, ma vision de la chose, c'est de me dire en fait le boom du vélo électrique, effectivement, est parti très fort.
Et c'est retombé très vite parce qu'en fait, c'est pas du tout la même dynamique que tu peux avoir sur un boom de voitures ou même de smartphones. Mhm. T'as pas ce côté renouvellement, t'as pas ce côté nouveauté d'un modèle sur l'autre où t'as le truc révolutionnaire. Ouais, C'est des effectivement. J'ai l'impression qu'en tout cas, l'évolution n'est sans doute pas à la hauteur. Enfin, il y a forcément un développement des usages, mais il y a sans doute pas suffisamment peut-être de développement des usages pour que ça justifie, d'ailleurs les chiffres le montrent, hein, une consommation à la hauteur de ce qui est produit, voire de ce qui est importé aujourd'hui. Mais peut-être que ça va se rythmer parce que je pense que l'avenir autour de la consommation de l'énergie et du respect de l'environnement va peut-être accélérer les choses, va savoir. Et puis après, pour terminer là-dessus, enfin, alors c'est juste un point de vue perso par rapport à ce que je vois le long des pistes cyclables en région parisienne quand je Empirique. travaillais. Ouais, ah ouais, totalement, totalement empirique. Mais je pourrais compter si tu veux la prochaine fois. C'est qu'en fait, il n'y a pas tant de vélos électriques que ça. Il y a encore je vois passer beaucoup de vélos traditionnels, des modèles, même des vieux, enfin, des vieux modèles un peu vintage, avec des trucs sympas. Je me dis, tiens, c'est sympa. Et c'est pas systématiquement que l'électrique. Donc je pense que sur des courtes distances, l'électrique pour l'électrique, c'est peut-être pas d'intérêt pour certains. Ouais, effectivement. C'est sûr que maintenant, il y a en tout cas des vélos cargo, des trucs électriques, des trucs incroyables qui existent, mais est-ce que ça représente un gros pourcentage? On manque peut-être de données. Effectivement, j'étais moi aussi à Paris il y a quelques jours, 3 jours précisément, et je suis marqué, j'y vais pas si souvent que ça, mais à chaque fois que j'y vais, j'ai quand même l'impression effectivement que les voies vélos sont de plus en plus importantes. Je pense que si on regarde à l'échelle de 10-15 ans, c'est devenu vraiment quelque chose de dingue, mais effectivement, pas forcément beaucoup de vélos électriques. Je suis pas sûr qu'on les repère tous bien facilement, parce qu'un vélo électrique ressemble aussi beaucoup à un vélo classique. Et tu vois plus les trottinettes. Tout à fait. Oui, alors par contre, justement, moi j'ai été surpris de voir qu'il y avait beaucoup moins de trottinettes que ce que je voyais il y a encore quelques temps. J'ai l'impression que la mode. Ouais, et je pense que les gens ont peut-être pas envie de mourir non plus sur ce type d'appareil qui est hyper dangereux. Et s'il vous plaît, mettez des casques. Message à caractère santé publique. Et au passage, donc, parce que quand même, on est dans Tech Café, donc c'est bien joli qu'on parle de vélo, même si c'est un sujet qui est beaucoup abordé sur le serveur Discord. Quelques petites geekeries que je trouvais sympa de relayer et que Frandroid a jugé bon, du coup, aussi de relayer au travers d'articles. Il y a le B01, qui est une alarme anti-vol qui fait tout. Elle fait détecteur de chute, elle fait AirTag, elle fait bouton d'appel d'urgence. Et donc, c'est un appareil que vous clipsez à votre guidon de vélo ou de trottinette avec un système qui a l'air d'être breveté pour le verrouillage. Donc, en gros, vous ne pouvez pas venir avec votre tournevis et le dévisser en 5 minutes. Qui vous permet d'avoir aussi des systèmes d'alarme avec 60 à 100 décibels selon les situations, donc de quoi péter les tympans du voleur qui viendrait chipper votre véhicule, votre deux roues, et puis donc 8 jours d'autonomie sur un appareil comme ça. Alors ça, je trouve ça toujours un petit peu dommage parce que déjà, peut-être que tu recharges ton vélo électrique, en tout cas avoir un truc que tu dois recharger toutes les semaines sur ton vélo, ça me paraît un peu embêtant. 149 €, ce sera dispo en septembre. C'est une boîte française qui fait ça, donc cool. Je me dis quand même, a priori, qu'un bon coup de marteau sur le truc, ça doit bien arrêter de faire déclencher l'alarme. Donc, bon, va savoir si c'est si efficace que ça. Et autre petite geekerie que je voulais partager, et tu pourras compléter, réagir si tu le souhaites, Gaëtan, avec Electribe. C'est une boîte, je trouve le concept super malin. Je vois pas comment le truc peut être viable, mais je leur souhaite tous mes encouragements, évidemment. C'est un service en ligne, donc vous montrez votre vélo, vous le diffusez au travers d'un dossier de candidature quelque part, et ils viennent chez vous, ils électrifient votre vélo mécanique, donc ils transforment votre vélo en vélo électrique. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il y a beaucoup d'éléments à changer, je ne sais pas s'il y a différentes solutions pour la batterie. En tout cas, je trouvais ça sympa, notamment d'avoir un diagnostic et un devis à distance au cas par cas selon votre situation et selon votre vélo. Vous l'avez compris, ils viennent chez vous à vélo, forcément, avec une grosse remorque qui permet de transporter tout leur matos pour vous faire le dispositif. Ça coûte quand même la bagatelle. En fait, il y a des sommes qui vont de 900 à 1600 €, donc j'imagine que c'est à la carte selon ce qu'il faut électrifier. Et juste, je me dis aussi qu'il y a sans doute toute une industrie que je ne connais probablement pas assez qui vise à électrifier les vélos mécaniques, et quelque part, ça doit être des solutions qui peuvent être sympas. Peut-être même assez durables, parce que j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où on installe un truc comme ça, c'est aussi assez facile de le réparer dans le temps. Bon, voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a d'autres services qui existaient déjà par rapport à ça. Et ça vient un petit peu en écho aussi de la partie rétrofit sur les voitures thermiques, que tu peux passer. Alors, des vieilles voitures, enfin, quand je dis vieilles voitures, oui, voitures de collection, type des Mini, des 2 chevaux, etc., que tu peux passer en électrique. Tu as une petite mode là-dessus. Alors, c'est très niche, malgré tout. Ça vient pas en écho par rapport à ça. Et pour revenir sur la partie
comment tu appelais ça, le B01. Mm. L'outil est pas mal et justement, ça aurait plutôt tout intérêt à être intégré dans un vélo. Ouais. Donc c'est voilà mon prochain modèle de vélo dans ma gamme. Voilà, maintenant il intègre tout ça. Donc tu ne peux pas le casser, tu ne peux pas le donner coup de marteau. Il fait partie du cadre du vélo et en plus il se charge automatiquement avec ta batterie de vélo. Et je pense que ça aurait du sens niveau marketing. Enfin bref. Ah ouais, tout à fait. Après, effectivement, c'est un segment différent. Je sais, alors il y a plusieurs marques de vélos plus ou moins connectés d'ailleurs qu'on peut rapidement critiquer parce que parfois ils dépendent beaucoup d'une application sur ton mobile. Donc à partir du moment où les serveurs tombent, ton vélo est plus forcément utile. Mais chez Cowboy notamment, qui est une marque assez sympa de vélo électrique et enfin assistance électrique connectée, il y a notamment cette possibilité-là avec des abonnements. Donc tu payes ton abonnement avec la possibilité de géolocaliser ton vélo en permanence, d'avoir des alertes s'il bouge, et notamment, oui, aussi en cas de chute, de pouvoir contacter automatiquement quelqu'un. J'en avais fait l'expérimentation et ça marche plutôt pas mal. C'est un coût en plus, forcément. Pour eux, c'est des abonnements, tu vois, au service. Mais si tu chutes en vélo en ayant une Apple Watch, ça appelle les deux. Alors, très bonne question. Alors, je pense que les deux appellent, du coup. C'est une bonne question à te poser, ça. C'est des tests. Il faudrait cumuler les trucs comme ça, les services. Il y a un sujet, tiens, je vais tester ça. Alex, en tout cas, si jamais le sujet vous intéresse, alors déjà, si le sujet vous intéresse en tant qu'entreprise, parce que peut-être si vous nous écoutez, vous avez, ou même en projet d'entrepreneur, il y a aussi des enveloppes qui sont mises sur la table avec des appels à projets industrie vélo, avec des grosses sommes. Il y a 55 millions d'euros qui sont répartis dans plusieurs enveloppes. Il y a des objectifs d'améliorer la filière française de production, mais aussi de recyclage. Donc, je pense qu'il y a peut-être des opportunités si jamais vous voulez vous lancer dans des business porteurs de ce type. Après qu'on ait dit que le marché était morose et qu'il y avait trop de vélos à vendre, tu vois, je ne sais pas si ça va donner des envies. Oui, mais bon. Il y a du stock en tout cas. Voilà, il y a du stock. Les promos à venir. Et alors, par contre, oui, je pense que si jamais vous voulez acheter un vélo, peut-être que la bonne astuce, c'est de le faire cette année, parce que peut-être qu'après, ce sera pas aussi intéressant. Il y a des bonnes ristournes un peu partout. Allez, on change de rubrique avec quelque chose de plus traditionnel. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu passer, Gaëtan, parce qu'en fait, c'est tombé... Enfin, moi, j'ai vu l'info ce soir, avant qu'on enregistre. C'est une enquête, un rapport, en tout cas, qui a été remis au président de la République et donc à l'initiative d'Emmanuel Macron, je crois que ça datait de janvier, qui porte sur la consommation des écrans par les enfants. Alors, je ne sais pas si tu avais suivi déjà l'initiative de ce sujet en début d'année. Je ne sais pas si tu as suivi le rapport en tant que tel. Vite fait, parce qu'en fait, ils sont passés ce matin. Ok. Enfin, je regarde. Pas du tout journalistique. Je regarde Philippe Cavrivière, tu vois. Ah oui, très bien. Voilà, donc il commentait. Voilà, c'était passé chez RTL ce matin et je regardais ça comme je suis en congé. J'ai un peu de temps de regarder ça. Bien joué. Et donc, en fait, le sujet, plus blague à part, c'était le sujet par rapport à ces fameux écrans. Donc, il avait repris le sujet, donc j'avais compris qu'il y avait un rapport qui avait été rendu. Ouais, exactement. En fait, je confesse, alors j'étais l'heureuse invitée de Patrick Béja dans le Rendez-vous Tech quand ça avait été lancé. Et j'avais été, je me rappelle, assez critique. Et bon, c'est mon côté un petit peu, tu vois, revanchard qui n'aime pas. C'est mon côté un peu, peut-être même réac, va savoir. Enfin, quoi que non, en l'occurrence. Mais ça concernait en tout cas un dispositif qui visait à enquêter sur les impacts des écrans auprès des enfants et surtout des propositions d'encadrement des usages, et c'est moi ça qui me faisait évidemment beaucoup plus peur, c'est toute la mainmise politique et les dispositifs réglementaires qui visent à encadrer des usages privés, et notamment des éléments qui concernent pour moi beaucoup l'éducation. Alors, on peut argumenter aussi en disant qu'effectivement, quand il y a des enjeux de santé publique, l'encadrement familial et parental n'est pas toujours suffisant et nécessite des éclairages en plus, voire des éléments pédagogiques pour travailler ces sujets. Donc, bon, écoute, j'ai un petit peu mis, comment on dit d'ailleurs, c'est quoi l'expression ? Un peu de l'eau dans mon vin, voilà, mais je ne bois jamais de vin. J'ai mis un peu d'eau dans mon vin, mais en tout cas, donc il y a eu ce rapport qui a été restitué, et il y a, alors bon, évidemment, de la part des professionnels qui ont bossé sur le sujet, et d'ailleurs, c'est ce qui me plaît, moi, quelque part, à la lecture du rapport, c'est qu'il y a des spécialistes, notamment sur le plan de la santé, qui ont bossé sur le sujet.
qui confirme évidemment qu'il y a un consensus assez évident sur des effets négatifs, qu'ils soient d'ailleurs directs et indirects, des écrans sur la santé. Et ça concerne évidemment beaucoup d'aspects de la santé, les risques de surpoids, le manque d'activité physique, le sommeil, la sédentarité, etc. etc. Et il y a plusieurs éléments qui sont listés, notamment le rapport qui vise à s'attaquer aux conceptions dites addictogènes. Alors ça m'embête toujours quand on parle d'addiction sur ces sujets-là, que ce soit les jeux vidéo, les réseaux sociaux, parce que la mesure de l'addiction me paraît difficile à comparer à celle de l'addiction biologique à des substances de type drogue, par exemple. Mais bon. Je pense que non, il y a un peu d'addiction malgré tout sur la partie réseaux sociaux, tu vois, l'histoire du TikTok. Je sais pas si on en reparle après, mais TikTok aujourd'hui est monté de manière à ce que tu aies une sorte d'addiction. Hein. Alors, en tout cas, évidemment, dans Tech Café, c'est assez régulièrement on n'est pas spécialiste de la santé et quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a quand même malgré tout, peut-être pas la même échelle, effectivement, que des drogues, mais il y a un petit côté malgré tout, psychologique ou psychique qui intervient. On a régulièrement relayé dans Tech Café, Guillaume Pogzastalas en fait le porte-parole, de toute façon, de ces mécaniques, effectivement, qui visent à créer de la satisfaction dans les interfaces avec ces services en ligne pour évidemment créer une forme d'addiction. Et d'ailleurs, ils sont cités dans le rapport, le défilement infini, le lancement automatique des vidéos, les notifications intensives, les petites récompenses. Et quelque part, même, alors je ne sais pas si c'est ton cas, moi, les retours haptiques, je suis hyper victime des retours haptiques. Moi, quand une application ou un jeu vidéo travaille bien les retours haptiques, je suis hyper sensible à ça. Bref. Donc les experts aussi désignent les jeux en ligne, le développement de microtransactions, et ils envisagent la possibilité, c'est un peu plus ça qui m'embête, mais bon, peut-être que c'est nécessaire, d'exiger des entreprises qu'ils démontrent, avant la mise à disposition de leurs services et de leurs appareils, l'absence d'effets nocifs et une balance bénéfice-risque favorable. Et là, quand je vois ça, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut envisager de demander ça de la part des acteurs économiques ? Ça me semble être très difficile de prouver, mais c'est aussi ce qui me semble très compliqué. Mais peut-être. Ils évoquent aussi, ça c'est peut-être plus intéressant, l'ouverture systématique sur l'interface de paramétrage avant toute première utilisation, avant toute première navigation. Alors c'est une bonne idée sur le papier, j'ai quand même du mal dans la pratique à m'imaginer que le premier écran que tu puisses avoir d'utilisation, ce soit un écran de paramétrage, mais il y a peut-être un entre-deux à avoir. L'explication accessible aux enfants du fonctionnement des algorithmes. Alors là, j'ai un peu peur parce que les algorithmes ne sont pas tous communiqués avec transparence. Alors pour les enfants, ça me paraît encore cool. Et surtout, ils sont extrêmement dynamiques. Mais il y a probablement, là aussi, si je me fais l'avocat du diable, des éléments constituants de l'algorithme qu'on doit pouvoir communiquer. Il parle aussi de l'âge, évidemment, avec le renforcement de la recommandation vigueur qui a déjà été communiquée de ne pas exposer les enfants de moins de 3 ans aux écrans. Et d'ailleurs, ils embarquent dedans, et je trouvais ça assez intéressant parce que c'est un élément que je connais un peu moins, mais parce que spontanément, j'ai tout de suite en tête les parents, mais là, en l'occurrence, ils citent les assistantes maternelles, les personnes en crèche, les nourrices, avec évidemment les interactions qu'ils peuvent avoir les enfants. Jusqu'à moins de 6 ans, donc il n'y a pas besoin d'écran. Donc là, ils parlent déjà de 3 ans, mais ils peuvent même aller jusqu'à moins de 6 ans. Dans les préconisations autour des âges, ils disent aussi qu'on ne devrait pas confier de téléphone portable aux enfants de moins de 11 ans, et puis l'autoriser progressivement via un appareil sans Internet jusqu'à 13 ans. Ça me semble difficile de tenir ça face à des jeunes ados extrêmement poussifs sur le sujet. Je parle en connaissance de cause. Déclaration systématique de la date de naissance de l'utilisateur lors de l'achat d'un smartphone et de la souscription à un forfait téléphonie mobile. Là, je m'interroge aussi sur le fait que souvent, c'est les parents qui vont souscrire le forfait téléphonie mobile et pas les enfants directement. L'ajout sur les smartphones achetés en France d'une mention « ne convient pas aux moins de 13 ans ». Et à partir de 13 ans, autoriser l'accès à Internet, pas aux réseaux sociaux, et d'ouvrir l'accès aux réseaux sociaux à partir de 15 ans. Bref, un dispositif assez encadré. Autre élément, avant de te faire réagir ou pas, je ne sais pas si ça t'inspire tout ça, mais il y a aussi une espèce d'injonction contradictoire qui est soulignée avec les interfaces pour l'éducation, ce qu'on appelle les ENT, les pronotes et compagnie, qui sont les moyens de garder contact entre les parents, les personnels pédagogiques et les enfants. Effectivement, on recommande de ne pas consommer trop d'écran, et en même temps, il y a des notifs à des heures assez improbables sur ce type d'outils. On demande de s'y référer. Bref, la commission recommande de ne plus utiliser l'ENT pour les enfants du primaire.
Donc, je liste pas tout en détail, c'est 140 pages, donc allez le lire en complet si jamais le sujet vous intéresse. Tout cela, c'est évidemment des recommandations. N'allez pas crier au scandale en considérant que ce sont des lois qui sont instaurées, qui contrôlent la manière dont on éduque nos enfants au numérique. C'est vraiment des recommandations. Je suis partagé, je suis convaincu qu'il y a sans doute une nécessité de travailler le sujet. Je doute un petit peu de la plausibilité de l'application de ces recommandations. Enfin bon, peut-être que je vois pas assez loin. Gaëtan. Ouais, moi je dirais au moins le rapport mérite d'exister. Un truc très complet qui fait une analyse globale de tout ce que ça impacte, ces temps d'écran sur les enfants avec les risques, etc., etc. Après, ça donne des préconisations. La solution de dire il faut mettre la date de naissance, ça existe déjà sur plein d'applications et tu mets la date de naissance que tu veux. De mettre des mentions 5 fruits et légumes par jour, ça existe déjà. Bouger plus, enfin, t'as plein de choses qui existent déjà. Donc, pas dans le numérique. Non, mais je sais bien. 5 fruits et légumes dans le numérique, je confirme. Non, mais pas trop d'Apple, pas trop de pommes. Ouais, c'est ça, c'est exact. Décidément, ça me colle à la peau, ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans plein de sujets de notre société, maintenant, on a beaucoup pas d'injonctions, mais de conseils, de recommandations, voilà, sur plein de sujets. Bougez plus, prenez la voiture maintenant. Les pubs pour les voitures, c'est attention, évitez de trop rouler avec votre voiture, ça pollue. Bon, bref. Donc, tout ça, oui, pourquoi pas de mettre des recommandations, mais ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, c'est du bon sens. On reste toujours sur le même sujet. C'est du bon sens au niveau de l'éducation des enfants, des parents vis-à-vis des enfants. L'histoire de mettre les enfants devant des écrans, devant un smartphone, avant devant la télé, avant devant des consoles, etc., ça a toujours existé. Enfin, tu as toujours des écarts entre mes enfants ne regardent pas la télé avant 15 ans et d'autres depuis l'âge de 6 mois, je les mets dedans parce que comme ça, devant la télé, pardon, comme ça, ils me foutent la paix. Tu l'auras toujours. Donc, même si tu as des recommandations, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le sujet d'ossivité des écrans, enfin, j'en sais rien en fait, soit une méconnaissance des parents. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'un téléphone, enfin, tout le monde sait, la majorité, on sait que ces appareils qui sont fantastiques d'un côté sont très addictifs ou très dangereux de l'autre côté. Et automatiquement, quand on les met dans les mains d'un enfant, on sait que on gagne du temps et on gagne de la tranquillité en tant que parent. Mais d'un autre côté, on sait qu'on n'est peut-être pas bien. Voilà. Donc, côté parent, enfin, c'est l'éducation des enfants en fait. En tant que parent, on a toujours à un moment donné à dire est-ce que je fais le meilleur pour mon enfant? Est-ce qu'à un moment donné, je prends un peu égoïstement, un peu de temps pour moi? Et c'est toujours un équilibre. De dire à un enfant, tu touches pas un smartphone avant 13 ou 14 ans alors qu'il est au collège, c'est t'expliquer toi-même. C'est compliqué parce que tu as tout le côté social, tout le côté environnement des enfants. Alors moi, ils ont plus cet âge-là, donc j'ai plus ce problème-là, mais je pense que c'est pas si binaire que ça. Voilà. Après des recommandations, pourquoi pas. Oui. Ouais, le sujet est jamais simple de toute façon. Mon sentiment, c'est qu'effectivement, il y a forcément des soucis, même localisés, et qui sont peut-être pas généralisés, j'en sais rien. Quand tu vois effectivement combien de fois dans les salles d'attente chez le médecin, on voit des enfants qui consomment, ou au resto d'ailleurs, le smartphone des parents, d'ailleurs, je trouve, avec tous les dangers des notifs qu'il peut y avoir. C'est qui cette dame? C'est qui, papa? Papa, c'est qui cette dame? Papa, c'est pas la dame qui est passée l'autre jour. Bon, bref. Mais en tout cas, je pense qu'il y a effectivement des sujets isolés ou généralisés qui nécessitent d'être adressés. Moi, tu sais, l'arbitrage que j'ai fait pour arriver à me faire une opinion sur ce type de cas, c'est de me dire qu'est-ce que ça coûte en termes d'efforts publics, en termes de com, en termes d'énergie, en termes de budget, etc. Et qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce qu'on risque? Et en fait, je me dis, sur ce type de communication, finalement, on risque peut-être pas grand-chose. Au pire, on va enfoncer des portes ouvertes et ça va coûter des ressources publiques en matière de communication, de pédagogie, de dispositifs légaux. Mais après tout, si ça aide à communiquer le sujet, tu vois, je repense aussi au Nutri-Score, les A, B, C, D, E là, qu'on a sur les produits pour la bouffe. On est tous d'accord, je pense, pour dire que c'est pas subitement grâce au Nutri-Score qu'on mange tous de manière hyper saine. Pour autant, si ça influe légèrement sur un mode de consommation de l'alimentaire qui est un petit peu plus sensibilisé, par rapport aux efforts investis, c'est toujours ça de gagner. Et tu vois, en matière de santé, je trouve que tout ce qui est apporté est positif. C'est encore un autre sujet parce que c'est pas si binaire que ça aussi. Par rapport au contenu. Oui, effectivement. C'est pas bon ou pas bon. Ouais, c'est pas c'est bon, c'est pas bon. C'est si tu as tel ingrédient, ça te fait un bonus dans ton Nutri-Score, alors que tu peux avoir plein d'ingrédients qui ne sont pas bons à côté. C'est imparfait, c'est un outil, quoi. Et à la limite, j'allais dire... Ça va évoluer dans le temps, mais bon, je ne vais pas me mettre sur le sujet du Nutri-Score. Mais je pense, juste pour terminer sur le sujet,
Tu sais, à domicile, les enfants, enfin les plus jeunes, quand bien même ils ont un smartphone ou des consoles ou des tablettes, la majorité, ça passe par le Wi-Fi. Ouais. Il y a très peu de cartes SIM, éventuellement extérieur, un peu de cartes SIM, mais c'est principalement du Wi-Fi. Ouais. Et le contrôle parental avec les box Wi-Fi, ça fait très longtemps que ça existe. Ouais. Des solutions, ça fait plus de 15, 20, bonne quinzaine d'années que ça existe, où tu peux faire des choses pour contrôler ce que tes enfants regardent, consomment en termes d'internet. C'est pas user-friendly depuis 15 ans, mais enfin bon, ces dernières années, il y a des solutions quand même. Il y a comme beaucoup de solutions qui ont été proposées, même à travers l'éducation nationale, et ça n'a pas changé grand-chose. Ouais, effectivement. Il y a des solutions. Bon, cela dit, encore aujourd'hui, moi, je regardais le contrôle parental, par exemple, sur l'écosystème iOS, par exemple. Il est là, il est fin, tu peux faire plein de choses. Il reste quand même, je vais pas mentir, hein, il reste assez complexe pour le grand public, quoi. Donc, oui. Bon. Il y a peut-être du mieux aussi à faire, tu vois. Et si tu peux forcer les industriels et les entreprises à apporter du mieux, là, avec des gros interrupteurs. On coupe. Ce serait si pratique, le gros bouton rouge qui dit c'est terminé. Bouton rouge, ouais. Ça s'appellerait pas l'autorité parentale dont on manque tous, peut-être, je sais pas. Bon. On va parler un peu de réparation et de manière générale d'ailleurs de réglementaire, la force des régulateurs. Je vais rentrer dans un micro-tunnel sur ce sujet et puis je te laisserai aussi réagir sur tout ou partie de ce que je vais dérouler. Je voudrais parler déjà dans un premier temps, contrairement à ce que l'ordre des articles indiqués dans les notes de l'épisode indique, la Commission européenne vis-à-vis d'Apple, puisqu'il y a, pendant qu'on parle justement des appareils à la pomme et d'iOS, une petite évolution. Vous savez, il y a le Digital Market Act, donc le DMA, qui en gros vise à encadrer certaines pratiques ce qu'on considérait être des gatekeepers, donc des grosses entreprises et des gros services incontournables. Et jusque-là, c'était iPadOS et l'iPad qui étaient écartés, qui n'étaient pas concernés par le DMA. Et pourquoi ? C'est parce qu'a priori, il y avait une discussion sur le seuil d'utilisateurs mensuels qui serait concerné. Apple a évidemment beaucoup argumenté dans le sens que il n'y avait pas suffisamment de monde pour se mettre en conformité. Il y a eu la Commission européenne qui s'est penchée sur le sujet et eux, ils estiment que si, en fait, le seuil de 45 millions d'utilisateurs par mois est bientôt atteint et de toute façon, ce chiffre devrait être même dépassé dans les mois, voire grand max les années à venir, et ils considèrent en tout cas que les conditions sont suffisamment réunies pour que Apple mette en conformité iPadOS sur le DMA. Ils vont avoir 6 mois pour se mettre en conformité, donc j'imagine que les développeurs chez Apple qui préparent iPadOS 18 ont du pain sur la planche pour changer un petit peu la roadmap pour l'Union européenne, avec notamment, vous le savez maintenant, tous les dispositifs qui sont amenés, notamment la possibilité d'installer des applications, les App Store donc tiers, enfin les magasins d'applications tiers, les possibilités par exemple d'avoir des applications de cloud gaming sans le navigateur, des systèmes de paiement autres qu'Apple Pay, des navigateurs sans le moteur WebKit. Bon, bref, donc en gros, ils vont être obligés de se mettre en conformité. Autre dispositif réglementaire qui est intéressant à suivre, c'est celui de la réparation. Donc là, on n'est plus sur le logiciel et les usages, mais on est plus sur le matériel. Il y a des nouveaux éléments qui arrivent, qui sont en discussion en fait, et qui attendent d'être a priori transposés aux différents États membres. Alors, ça va concerner, certes, juste les particuliers, pas tous les produits, mais ça va en concerner une bonne partie en tout cas, avec un truc que je trouve hyper intéressant en tant que consommateur, c'est les 1 an de garantie en plus quand il y a une réparation durant les 2 années de garantie contractuelle qui suivent l'achat d'un produit. Donc, j'achète un produit, au bout d'1 an, j'ai une panne, je le fais réparer, hop, ça m'ajoute 1 année de garantie en plus. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Avec la fin de garantie qui oblige le fabricant, il est tenu de réparer l'appareil même après, de proposer des solutions de réparation après la garantie, et le consommateur qui doit pouvoir d'ailleurs demander un appareil de prêt durant cette réparation. Il doit pouvoir demander un équivalent en version reconditionnée si jamais c'est pas possible de le réparer. Les fabricants doivent également proposer des pièces détachées et des outils à des tarifs raisonnables. Et quand je dis tarif raisonnable, c'est comme ça que c'est présenté. Donc évidemment, il n'y a pas de chiffre qui indique quel est le montant Qu'est-ce qui est raisonnable ? Qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ils ne peuvent pas empêcher l'utilisation de pièces détachées d'occasion ou en se cachant derrière des arguments sécuritaires, etc., etc. Les fabricants doivent également indiquer des tarifs de réparation courante et un dispositif qui
amène aussi les États membres à prendre au moins une mesure, c'est les mesures de type bonne action hein, pour promouvoir la réparation. En l'occurrence, vous le savez, en France, il y a eu une espèce de bonus à la réparation qui est assez critiquable d'ailleurs, je crois, parce que en gros, vous avez une réduction, un avoir de réparation, mais bon, les boutiques ont eu tendance à augmenter leurs tarifs, donc il y a quelque chose d'un peu bizarroïde sur la mise en œuvre, mais enfin bon, quelque part, ça va dans le sens d'une motivation autour de la réparation. Déjà voilà, je ne sais pas si toi tu as des remarques. Je pense qu'en tant que consommateur, on peut que se féliciter de voir ces conditions favorables pour nous qui dépensons de l'argent pour des produits tech, non ? Tout à fait. Après, la question, j'étais en train de relire l'article et j'ai pas trouvé la réponse à la question que je vais te poser. Ça concerne que les produits tech. Oui, et pas tous. Je crois qu'il y a des histoires genre d'électroménagers qui sont pas concernés. Enfin voilà, il faudrait regarder exactement ce qui est Tout couvert. simplement une voiture. Ah oui, non, la voiture est pas concernée, Voilà. je crois pas. Ouais. Ouais, parce qu'une voiture qui tombe en panne, j'ai eu le cas l'année dernière, une voiture qui tombe en panne Oh oui, pendant tu 9 l'as mois. remonté, ouais. Voilà. Donc t'as pas de voiture de remplacement. Ils ont envie de réparer même si c'est sous garantie, ils font quand ils le veulent, comme ils peuvent et comme ils ont envie. Et alors, autant la partie tech peut sembler effectivement dire oui, on veut mettre la législation, on veut mettre le doigt dessus parce qu'il y a des excès et puis il y a trop de produits jetables, certes, mais ce côté droit du consommateur, je pense qu'il faut l'étendre beaucoup plus loin. Alors, sans faire trop d'excès, c'est pas le sujet, c'est pas de dire demain tu achètes un produit, il est garanti à vie et on te le paye neuf tous les 3 ans, puis voilà, c'est pas du tout le sujet. Mais je pense qu'il y a des justes milieux sur certains. Alors, l'électronique, oui, le téléphone, le smartphone est aujourd'hui le symbolique très fort d'un renouvellement, même au niveau écologique, assez impactant. Et la réparabilité, notamment chez Apple, c'est un peu compliqué si tu n'as pas les produits d'origine. Et cher. C'est cher, et puis c'est au bon vouloir. Enfin, c'est au bon vouloir. Bon, bref, c'est assez compliqué. Les autres smartphones, type smartphone chinois, pas certain qu'ils soient très réparables dans des boutiques non plus. Donc, ils sont tellement pas chers qu'il vaut mieux se dire je le fais recycler, voilà, je rachète un neuf, quoi. C'est ça qui est peut faire un peu le ménage là-dessus. Je pense que ça va dans le bon sens malgré tout. Mais j'insiste, je pense qu'il n'y a pas que. Il faut élargir le sujet. Il faut aller beaucoup plus loin sur le sujet. Il n'y a pas que les téléphones. A priori, effectivement, ce qui est concerné directement, c'est le smartphone, la tablette, enfin voilà, l'appareil électroménager. J'imagine assez vite, ça peut être les ordinateurs. En fait, j'ai tendance à penser qu'ils mettent un cadre et qu'ils voient périmètre par périmètre comment l'appliquer et qu'ils peuvent l'étendre dans le temps. Je pense que c'est un petit peu la trajectoire qui est prise, quoi. C'est que petit à petit, ils vont étendre là. J'espère. Le secteur. Mais en fait, alors ça implique autre chose aussi. Enfin, je ne vais pas non plus faire un quart d'heure sur chaque sujet. Fais-toi plaisir. Quand tu crées un nouveau produit, on va rester chez Apple parce que c'est quand Apple sort son Vision Pro. Est-ce que dès le départ, il doit maintenant intégrer la réparabilité? Justement, tu vois, un marché comme l'Europe. Je trouve que c'est une très belle question parce qu'en fait, il me semble que compte tenu des enjeux environnementaux qu'on a aujourd'hui, surtout une entreprise qui a un pouvoir de distribution et de communication, de publicité aussi fort qu'Apple pour ses produits, doit avoir à l'inverse un grand sens de la responsabilité de la maintenance dans le temps de ces appareils. Et oui, moi je suis plutôt favorable à ce qu'en matière d'innovation, plus que même dans l'évolution des gammes de produits, il puisse y avoir des éléments assez contraignants en se disant que demain, si je lance un nouveau produit, c'est pas que juste parce que j'ai une conviction et une bonne idée, mais aussi parce que je peux l'assumer d'un point de vue environnemental durablement. Et c'est intéressant parce que l'Apple Vision Pro, c'est quand même un sujet, quoi, tu vois, par exemple en matière de réparabilité. Oui, je pense. Tu vois, c'est un exemple. Après, Apple communique beaucoup maintenant aussi sur ses nouveaux produits en disant celui-là, il consomme pas de CO2, celui-là, il est tout recyclé. Il est carbone neutre. Voilà, c'est génial. Alors justement, Gaëtan, je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais là aussi, c'est un deuxième sujet que j'ai consulté quelque part, pas à la dernière minute, mais dont j'ai pris connaissance un petit peu tardivement dans le cadre de la préparation de cet épisode. C'est cette enquête Bloomberg. Est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé auprès des sous-traitants Apple concernant Alors, bon, c'est parfait, puisque déjà, je me sens heureux de pouvoir te partager une info et puis tu vas pouvoir la découvrir en live. En fait, c'est une enquête qui a été publiée par Bloomberg et qui commence à faire un peu tache d'huile, qui concerne Apple.
Et justement, on parle de réparation et ça va pointer du doigt des petits sujets un peu problématiques à mon sens. Donc, ça concerne plus spécifiquement un sous-traitant d'Apple qui s'appelle Geep. Alors, il y a pas de débat, hein. Ils ont prononcé tout de suite, ils ont précisé tout de suite, ça se prononce G-E-E-P, Geep. Donc, comme ça, il n'y a pas le débat, tu vois, comme GIF ou GIF, c'est bon, là, c'est Geep. C'est une société, en tout cas au Canada, alors qui n'existe plus, je crois qu'ils ont été rachetés par d'autres entreprises, mais qui était une société de recyclage. Imagine-toi, dans les locaux de Geep au Canada, il y avait un endroit qui était surnommé la cage aux pommes. Alors, c'est Apple Cage. C'est drôle en français parce que ça fait la cage aux pommes et tu peux y faire une assimilation, mais en anglais, c'est Apple Cage. Et qu'est-ce qui s'y passait dans cet espace ? Eh bien, il y avait des appareils Apple qui arrivaient, a priori par centaines de milliers, mais pas dans l'objectif d'être vraiment recyclés, mais d'être détruits. Apple faisait appel à ce sous-traitant a priori pour détruire des appareils. Et alors, donc, ils avaient des contrats avec cette boîte. Et d'ailleurs, dans le cadre de ces contrats, ils avaient des moyens de contrôle et de surveillance assez exacerbés. Il est question évidemment de contrôle au portique de ces services de cette entreprise pour traiter les appareils. Et il y avait même la possibilité dans le contrat pour Apple de faire des audits. Et évidemment, ils ont mis en place un jour un audit. Je ne sais plus en quelle année c'est. Je ne sais plus si c'est pas entre 2016 et 2020. Mais en tout cas, ils ont fait un audit parce qu'ils ont identifié des vols d'appareils. Et oui, la tentation était trop grande pour les employés, ou en tout cas une partie des employés de Geep, que de voir des iPhones par palette entière arriver avec comme instruction, vous me détruisez ça, vous me les balancez à la benne, bon proprement, hein, vous me les mettez dans les bonnes cases pour être détruits correctement, mais vous me les détruisez pour être broyés et éventuellement, je crois qu'il est question de récupérer une partie dans le cadre du recyclage des éléments qui sont broyés, mais en tout cas une grosse partie qui était broyée. Et en fait, Apple s'est rendu compte qu'il y avait une quantité non négligeable de ces produits, en l'occurrence d'iPhone, qui étaient pour partie même réactivés en Chine. Donc, on imagine bien les collaborateurs de la boîte qui récupèrent des iPhones et les revendent et ils sont réactivés. Problème, c'est que Apple, a priori, a porté plainte contre Geep. En tout cas, il y a une rupture de contrat. Il y a eu, a priori, un conflit sur le plan juridique. Bah oui, le problème, c'est que ça a mis en lumière le fait qu'Apple demandait destruction des appareils. Et c'est tombé en même temps que des communications d'engagement de la part d'Apple sur la neutralité carbone pour 2030, et même qui mettaient en avant leurs orientations en faveur du recyclage. Donc évidemment, ça fait mauvais genre, quoi. Je crois qu'il n'y a pas eu de procès, ou en tout cas, je crois qu'il y a des plaintes qui sont restées sans suite et qui vont échoir. Mais de la part d'Apple, évidemment, il y avait aussi un message qui était renvoyé aux autres sociétés et autres sous-traitants de, entre guillemets, recyclage. Alors moi, je m'interrogeais en lisant un petit peu cette enquête et les communications qui sont faites autour. C'est pourquoi est-ce que Apple fait ça ? Et évidemment, il y a des réponses toutes faites. Alors la réponse commode et politiquement correcte, qui est dans la lignée de leur communication, c'est de dire: vous comprenez, il y a tellement de données privées sur les iPhones qu'il faut les détruire parce que nanana, le recyclage, on peut récupérer beaucoup d'éléments avec les... Bon, ok. L'autre élément de réponse, qui est peut-être beaucoup plus probable et beaucoup moins tenable pour Apple, c'est le fait de contribuer à réduire le marché du reconditionné pour, évidemment, quand tu as moins d'appareils d'occasion qui circulent, tu vends plus facilement de nouveaux produits. Au passage, dans cet article et dans l'enquête, là, il y a des chiffres que je voyais remonter. Je ne sais pas si tu te rappelles de ces robots qui visaient à démonter, à recycler les appareils. J'ai réagi là-dessus, le fameux robot qui était présenté, qui démontait. Exactement. Les bras. Et il y a eu plusieurs générations. Il y a eu l'ultime robot qui a été communiqué, je crois, c'est Daisy. Peut-être Daisy 1, Daisy 2, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu un Daisy. Et en fait, je crois qu'il existe en 2 exemplaires. Donc, tu vois, moi, je m'imaginais des salles entières remplies de ces robots. En fait, je crois qu'il y en a pas beaucoup. Et ils peuvent traiter une quantité assez ridicule parce qu'en fait, ils permettent de traiter 1,2 million d'iPhone par an. Et en gros, c'est ce que Apple vendrait en 2 jours. Donc il n'y aurait que 2 robots. Alors, de ce que j'en voyais, en tout cas, alors je ne sais pas si c'est grosso modo à l'échelle. Je pense qu'en tout cas, ces robots, moi, que je voyais exister comme étant des flottes entières de robots, moi, je pensais il n'y en a pas tant que ça.
Il n'y en a pas tant que ça. Comme quoi, tu présentes. Enfin, oui. Bah, ça peut en traiter beaucoup. Et d'ailleurs, tu vois, il est question dans l'audit d'Apple d'un vol de près de 100 000 appareils, 100 000 iPhones, si je dis pas de bêtises, un peu moins. Et quelque part, bah, tu te dis finalement, la proportion, elle n'est pas énorme par rapport au nombre d'appareils qui sont traités en recyclage par Daisy et ce qu'ils vendent. C'est une goutte d'eau. Mais en fait, bon, c'est forcément trop, je trouve. Dans ton article, tu n'as pas le nombre d'iPhone détruits. Non, effectivement, il n'y a pas cette donnée, effectivement. Mais a priori, pour que 100 000 appareils soient identifiés comme volés, ça laisse imaginer la masse d'iPhone qui était détruite. C'est fou. Aux cassettes E.T., tu sais, de quoi les cartouches E.T. d'un jeu vidéo de c'est pas Atari. Oui. Un flop qui avait enterré ça dans le désert. Absolument. Et alors, toujours dans cette continuité et toujours dans la famille Apple, il y a le Lisa. Si jamais vous creusez un peu, vous verrez des articles captivants de comment ils ont enterré le Lisa. Bon, bref. On enchaîne, Gaëtan, on va parler un peu d'Home Assistant, on va revenir sur ton cœur de métier. Je ne connais pas. Allez, tiens, d'ailleurs, Gaëtan, on en profite. C'est quoi Home Assistant ? Est-ce que tu peux le présenter en quelques mots ? Oh, c'est sympa ça. Le piège qui n'était pas prévu. Home Assistant. Alors, comme son indique, c'est un assistant pour la maison. Non, plus sérieusement, c'est une plateforme domotique qui permet en fait de concaténer, on va le faire comme ça, les différents services, différents protocoles de la domotique, parce qu'il y en a plein, il y a du Wi-Fi, du Zigbee, du Z-Wave, j'en oublie certains, du Thread, du Matter, etc., etc. Il y en a certains que c'est pas un protocole d'ailleurs, mais bref, c'est pas grave, les puristes me corrigeront, et également les différentes marques et les différents systèmes. Voilà. En fait, vous imaginez une sorte de boîte à outils géante où dedans vous avez j'ai une Philips Hue qui permet d'allumer les lampes et de les mettre en bleu. De l'autre côté, j'ai une prise connectée qui me permet d'allumer mon lave-vaisselle. Et puis une dernière, comment on va dire, une voiture électrique que je peux recharger. Et en fait, tout ça, ça peut communiquer et ça revient sur un seul système qui s'appelle Home Assistant. Et toutes ces données seront montées sur cette même plateforme. Quel est l'intérêt ? C'est qu'après, vous pouvez faire des scénarios, vous pouvez alors analyser, avoir toutes les données au même endroit, faire des jolies courbes, des graphiques, etc. pour savoir à quel moment la lampe passe en bleu ou à quel moment la voiture se charge, mais surtout de dire quand ma voiture est chargée, vous ne mettez plus la lampe en bleu, vous la mettez en vert et je sais que ma voiture est chargée, par exemple. Ouais. Donc en gros, l'intérêt, c'est tout ça. Voilà. Et alors, il y a tout un effet en dehors du côté couleur des lampes. Ça part un effet surtout. Ça paraît gadget comme ça. Oui, ça paraît gadget, mais c'est beaucoup plus loin en disant voilà, ça m'aide dans ma vie de tous les jours à avoir moins d'interactions à la maison ou moins de gestes où c'est un peu plus automatisé. C'est du confort, ça peut aider certaines personnes, notamment en situation de handicap. Et puis ça peut venir également toute une partie de réduction de consommation énergétique au niveau électricité, gaz, etc., eau. Donc en fait, il y a pas mal après de débouchés possibles. En fait, c'est juste la créativité de chacun qui est la limite en fait de cet outil. Mais en gros, Home Assistant, c'est vraiment une plateforme globale et qui a de plus en plus, qui existe depuis de nombreuses années et qui est en train d'émerger récemment. Ouais, depuis quelques années, il monte en puissance. Parce que ça monte en puissance. Tous les mois, vous avez une mise à jour. C'est gratuit en plus. Donc, voilà, ça peut être installé sur plein de plateformes différentes. Donc, je vais dire que c'est génial, mais oui, c'est le l'est. Ouais, je pense que ça fait consensus auprès de plein de personnes qui veulent automatiser, domotiser, comme on le dit, leur maison. Et quelque part, c'est intéressant parce que les solutions de maisons connectées qui existent aujourd'hui sont systématiquement des solutions qui sont pensées par les constructeurs comme étant très faciles d'usage quelque part et très faciles pour convaincre les consommateurs, mais avec plusieurs problèmes. D'une part, le fait qu'il y a très peu de contrôle sur la donnée, très peu de mainmise sur concrètement qu'est-ce qui se passe techniquement. Ça peut poser assez vite des problèmes, comme tu le dis, notamment quand tu veux faire parler les appareils entre eux qui ne sont pas pensés pour se parler entre eux. Il y a le fait de dépendre aussi de services cloud, alors que Home Assistant permet en partie, parfois selon les appareils, selon les solutions, de reprendre la main sur ce qui se passe, alors en matière de contrôle de données, mais aussi d'un certain nombre d'automatisation. Et les personnes qui sont derrière le projet Home Assistant le confessent, c'est qu'on ne vient pratiquement jamais à Home Assistant comme étant le premier appareil. C'est-à-dire que, en gros, tu te dis, OK, je vais mettre de la domotique chez moi, je vais connecter les choses. Et d'ailleurs, je pense que vous l'illustrez bien dans les épisodes de Tech Café Domotique que vous diffusez, c'est que tu as une approche par lumière, tu as une approche par chauffage. Et je pense que c'est le commun des mortels fonctionne comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, tu as besoin d'aller plus loin et tu passes à Home Assistant. Et là-dessus, ils sentent qu'ils ont un petit sujet. Hein, ils ont une feuille de route qu'ils ont commencé à communiquer qui va dans le sens de rendre Home Assistant
une plateforme vers laquelle tu pourrais te tourner par défaut, avant même de réfléchir à tes solutions que tu vas pouvoir greffer autour. Ça, c'est assez intéressant. Et surtout, ils ont un enjeu Home Assistant, c'est que cette solution qui est assez agnostique sur le plan technologique et qui arrive à agréger plein de services différents, eh ben, il y a besoin de le protéger parce que la crainte qu'ils ont, et je pense que tout le monde a quelque part, c'est que ce soit racheté par une boîte et qui commencerait à massacrer le service en ne le maintenant plus de manière aussi complète. Je ne doute pas qu'il y ait une partie des développeurs qui iraient derrière faire des sous-versions d'Home Assistant, mais enfin, on perdrait peut-être beaucoup d'intelligence derrière la feuille de route de Home Assistant et toutes les solutions qui sont proposées. Et donc, il y a toute une mécanique de constitution de société derrière le service et l'application Home Assistant. Il y a d'ailleurs Nabucasa, qui est la boîte qui détient Home Assistant, qui est une entité à but lucratif pour le coup, donc qui se fait de l'argent mais qui est assez indépendante, qui ne dépend pas des d'autres sociétés domotiques. Notamment, ce qu'ils proposent, c'est de faire en sorte que quand vous installez Home Assistant chez vous, par exemple sur un Raspberry, eh ben, vous pouvez y accéder via le cloud sans vous poser la question d'avoir une adresse, une redirection d'IP, enfin voilà, des choses un peu... Et c'est des services. Voilà, c'est des services additionnels qui vous permettent de connecter un petit peu plus votre interface Home Assistant, notamment en interfaçant avec Google, la voix de chez Google, avec voilà, tous les services Alexa et compagnie. De manière assez simple, et ils sont aussi en train, et j'aime beaucoup la démarche, de créer une fondation qui s'appelle donc la Home Foundation, et donc il y a quelque part une division entre la partie Nabucasa commerciale et la fondation Home Assistant, ce qui n'est pas personnellement sans me rappeler la structure d'OpenAI qui a de son côté une fondation qui vise à la défense de l'humanité vis-à-vis de l'intelligence artificielle et de l'autre côté des plus-values lucratives. Donc voilà, il y a des choses qui se passent derrière Home Assistant. Évidemment, il y a les articles qui sont dans les notes de l'épisode que vous pourrez aller creuser. Donc oui, il y a un aperçu quand même de la feuille de route côté Home Assistant. Il va y avoir la box Home Assistant Green qui va être vendue en direct. Donc en gros, au lieu que vous ayez installé votre Raspberry... Alors oui, mais elle va être vendue en direct auprès des particuliers, alors qu'avant, il fallait passer par des... Bon, peut-être pas. Je dis peut-être des bêtises. En tout cas, voilà, il y a des déploiements commerciaux. Je ne sais pas comment il a été vendu, mais je l'ai vu passer déjà en test. Donc en tout cas, c'est la solution si jamais vous voulez pas bidouiller avec un Raspberry, un ordinateur ou un container Docker sur un de vos appareils. Voilà, bon, vous avez une solution un peu clé en main. Il y a aussi un programme Works with Home Assistant, donc les petites étiquettes comme on les voit avec compatible avec Apple HomeKit, Google, etc., Alexa, etc. Il y a un nouveau dispositif matériel de commande vocale qui va être pensé et mis à disposition a priori sur cette année. Il y a le travail avec NVIDIA pour proposer une intelligence artificielle en local, une interface qui est de plus en plus accessible et de plus en plus user-friendly, j'allais dire, qui va continuer à aller dans ce sens-là. Et évidemment, la fondation qui va plaider pour de meilleurs produits domotiques parce qu'ils seront pensés, évidemment, nativement pour Home Assistant. Je trouve que ça on va vers le bon et je suis quelque part, moi, rassuré par cette info, Gaëtan, parce que, ouais, encore une fois, j'ai cette crainte d'un aussi bon service qui pourrait demain être acheté par, j'en sais rien, un Samsung, un Microsoft, et en faire un truc qui deviendrait beaucoup moins dynamique, beaucoup moins agnostique sur les technologies. Je ne sais pas si ça te rassure toi aussi, tu n'étais peut-être pas inquiet non plus. Non, je ne t'ai pas posé la question, donc je ne suis pas inquiet, moi je suis de nature naïf, je vais y arriver. L'avantage, c'est comme assistant, en fait, tu l'héberges en local. Donc, tu as une mise à jour tous les mois. Si tu ne fais pas la mise à jour, si demain la mise à jour t'implique de devenir payant, je dis n'importe quoi, c'est pas grave, tu ne la mets pas à jour, puis tu continues à utiliser les services tels qu'ils sont. Alors, tu n'as peut-être plus les mises à jour à un certain moment de certains services, mais c'est pas perdu. Et puis, Home Assistant, c'est malgré tout à la base développé par des passionnés, des gens qui ne sont pas intéressés par la partie mercantile. Donc, quand bien même demain, Home Assistant deviendra un truc totalement payant et totalement, on va dire, racheté justement par une boîte et puis qui est en train de le flinguer, je suis convaincu que tu auras des développeurs qui vont se remettre dans un Home Assistant bis, une autre version. Et puis, tu as plein de sujets comme ça. Home Assistant, c'est celui qui est le plus connu aujourd'hui, mais tu as plein d'autres systèmes qui existent, qui sont parallèles. Alors, le seul truc que je me dis, c'est qu'effectivement, par rapport à leur feuille de route, je vais y arriver, c'est qu'en fait, ils vont essayer de faciliter plein de choses pour les utilisateurs, en étant un peu beaucoup moins technique ou moins, on va dire, les mains dans le cambouis développeurs. Mais c'est ce qui fait son charme. Donc, à un moment donné, ils vont peut-être perdre aussi les puristes. Tu vois, t'arrives à un moment donné à un sujet où est-ce que je simplifie au maximum et en perdant un peu, mais ce qui fait mon charme, c'est-à-dire que je peux configurer tout comme je veux. Ouais. Les couleurs, enfin voilà, on peut vraiment
faire tout ce qu'on veut. En même temps, spécialiste du développement, mais voilà. Bon, on verra par la suite. Mais en tout cas, oui, enfin, j'étais pas inquiet, mais je suis rassuré. Ça fait un bon titre d'épisode, ça. J'étais pas inquiet, mais je suis rassuré, c'est beau. Dans les solutions comme ça domotique, il y avait JDOM notamment, qui était Exactement, je pensais à ça, assez mais connu, qui a été racheté par Domadou. Je l'ai appris il y a pas longtemps. En tout cas, j'ai même plus suivi, mais je sais que JDOM a perdu son. Enfin, ça il a perdu plus. sa superbe. Bah oui, s'ils sont partis dès le départ dans une version très commerciale. Ouais. C'est-à-dire que le principe, tu avais une base commune, pardon, et tous les petits modules que tu voulais rajouter, en fait, il fallait les payer. Donc chaque développeur pouvait proposer son truc, et c'était payant, mais c'était pas maintenu, plus ou moins maintenu. Enfin, de la bonne idée est devenu un peu, entre guillemets, sa perte ou sa non-évolution. Voilà. Ouais. On y préfère vraiment Home Assistant. Bon, ça en parle dans le serveur Discord, donc n'hésitez pas à aller techcafé.fr/Discord, et puis vous pouvez en échanger avec d'autres domotiques fanboys. Est-ce que tu utilises des intelligences artificielles génératives, Gaëtan, des chatbots, IA, etc. Ah ouais, c'est vrai. Très peu, un petit peu, un petit peu malgré tout pour 2-3 sujets. Pas assez à mon goût. Ouais. Je prends pas le temps d'aller creuser la chose parce que je manque de patience. Mais ouais, enfin, j'utilise un petit peu, voilà, un tout petit peu, et pas suffisamment par rapport à ce que je pourrais faire. Si tu travaillais dans le service public, peut-être que bientôt tu pourrais être amené à utiliser Albert. On parlait d'intelligence artificielle là, avec Home Assistant et Nvidia. En l'occurrence, il y a Albert qui est en train d'être dessiné. C'est quoi ? C'est une intelligence artificielle générative qui s'appuie sur, alors déjà, un fonctionnement basé sur quelque chose d'open source. Donc, a priori, il se base sur Llama 2, qui est une solution d'intelligence artificielle générative de Meta, avec un hébergement maison, et puis qui est entraîné sur des données qui sont celles du service public, quelque part, et du gouvernement et de l'État. Donc, on sent que c'est bien cadré. Le but est intéressant, c'est de proposer des réponses aux agents du service public pour justement accompagner les usagers, les citoyens que nous sommes. Et donc, ça pré-rédige des réponses alors j'ai découvert le chiffre, 16 millions de demandes annuelles en ligne. Et donc, quelque part, c'est vrai que c'est massif, c'est dingue. Et donc, je peux comprendre, si jamais tu veux réduire le poids des personnes qui travaillent pour l'État et leur faciliter la vie et leur permettre d'avoir des réponses encore plus qualitatives, de proposer une intelligence artificielle qui permet de faire un premier niveau de réponse. J'aime bien, quelque part, je dois le confesser, l'approche qui est de dire, on expérimente, on développe un truc, on ne le déploie pas auprès du grand public parce qu'on est conscient que ce ne serait pas très pertinent, mais on le met à disposition comme étant un espèce d'aide au fonctionnement pour les agents et pour les aider à donner des réponses. Bon, à terme, ça pourrait faire plein d'autres choses. Il est question que ça fasse de la retranscription automatique d'audience judiciaire, par exemple, de la préinstruction de dossiers environnementaux, plein de choses. Mais j'aime beaucoup l'idée. Problème, il y a des avis assez contrastés, a priori, de la part des personnes qui sont embarquées dans les tests. Certains qui sont extrêmement sceptiques quant à la plus-value du truc et qui ne voient pas trop l'intérêt, et d'autres qui disent effectivement que ça les aide beaucoup. J'arrive à me demander si cette conclusion, c'est pas à peu près la même à chaque fois qu'il y a ce type d'outil. Tout à fait. Mais au moins, c'est le mérite de tester et d'aller au bout de la démarche. Ouais, carrément. Ça fonctionne, ok, on y va. Ça fonctionne pas, stop, on arrête, mais on aura testé. Tu sais, je trouve que la fonction publique en France, toute la partie Internet, toute la partie numérisation, digitalisation de ces services, fonctionne plutôt pas trop mal. Honnêtement, je me faisais la remarque encore, on est en période des impôts, mais pas que. Mais quand tu vois l'évolution dans le temps, ce côté, alors peut-être que certains sont pas du tout fans parce que ils sont réticents. Bon, ils écoutent pas le podcast, je pense, à la partie tech, mais malgré tout, c'est quand même, ça fonctionne quand même bien. Aujourd'hui, tu te connectes à n'importe quel service, la retraite, c'était pas encore l'âge, mais la retraite, tu te connectes, tu vois tout de suite ton système. Il n'y a pas d'âge. Aujourd'hui, tout est quand même bien intégré et ça fonctionne quand même très bien. Une carte nationale, tu veux faire ta carte d'identité, refaire ta carte d'identité, tu veux faire un passeport, etc. Tout passe par des plateformes aujourd'hui, c'est hyper fluide. Hyper fluide. En fait, alors je pense que moi j'ai encore des frustrations perso, mais je partage ton avis aussi. Alors je sais pas si je dirais que c'est hyper fluide. En tout cas, on voit une évolution. Et je pense qu'on voit une évolution qui est de plus en plus rapide. J'ai l'impression que d'année en année, on voit des choses qui sont de plus en plus simples et de plus en plus accessibles, effectivement. Et, je parle par rapport à cool. 10-15 ans, en fait, c'était juste ça. Ouais, à l'échelle de 10-15 ans, c'est absolument indéniable qu'il y a eu une évolution. On peut se dire que naturellement, tout ce qui est partie service public, c'est pas les premiers à partir à sauter sur une technologie.
Ouais. Voilà, dans l'esprit, Mm. général. Mais C'est belle des approche bien. en tout cas. Non, mais tout à fait. Je partage ton sentiment. Belle approche. Et puis voilà, c'est de l'expérimentation. Ils y vont par étapes. Très bien. Et puis C'est pour la semaine surtout, à 4 jours. et, et, et voilà, et les choses vont évoluer au fur et à mesure. On va continuer à parler rapidement pour boucler cette micro-rubrique d'intelligence artificielle générative avec Apple un peu, parce qu'il y a plusieurs éléments à partager. Il y a déjà OpenELM qui est une intelligence artificielle, un modèle de langage qui est open source. Alors ça fait suite un peu à Phi 3, et notamment Phi 3 Mini. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous pouvez écouter l'épisode de la semaine dernière où Guillaume Poggiassola vous en a parlé. Donc c'est un nouveau modèle de langage disponible en 4 tailles, à partir de 270 millions exactement de paramètres et jusqu'à un peu plus de 3 milliards de paramètres. Donc il y a 4 versions assez différentes. Et en tout cas, évidemment, un modèle de langage qui devrait pouvoir tourner en local. Peut-être demain un iPhone ou en tout cas des processeurs M quelque chose chez Apple qui devrait, ou des A quelque chose qui devrait permettre de faire tourner des intelligences artificielles en local. Voilà. Et contrairement à un modèle classique, ou en tout cas ça a l'air d'être le premier modèle de ce type-là, où chaque couche possède le même ensemble de paramètres, eh ben, les couches du transformer d'OpenELM, et ils ont des configurations et des paramètres un peu différents, ce qui permet en gros une espèce de variabilité et une meilleure précision. On pourra éventuellement, si Guillaume Poggiassola a pu mettre les mains dans le cambouis des documents de recherche, nous éclairer sur le sujet. En tout cas, ça a l'air sympa de voir qu'il y a encore des perspectives d'innovation et d'évolution dans les modèles de langage, dans le sens où on peut proposer des services qui sont encore un peu plus précis et potentiellement qui tournent en local. C'est très chouette. Il y a aussi 4 clips. Donc là, on est sur de la reconnaissance d'image qui gagne en rapidité par rapport au principal concurrent qui est Clip d'OpenAI. Donc vraiment, c'est de la reconnaissance de ce qui se passe dans une image, du contenu d'une image pour la décrire. Et là aussi, c'est quelque chose qui est proposé par Apple, qui serait plus rapide en plus, qui pourrait même potentiellement, tenez-vous bien, se rapprocher du temps réel. Alors ça, je trouve ça bluffant d'avoir, tu filmes un contenu, tu filmes un paysage, et presque en temps réel, tu as la description, alors qui peut s'ajuster si jamais ton cadrage change, mais qui se met à jour en temps réel sur ce qu'il y a dans l'image. Incroyable. Donc voilà, on a peut-être aussi encore des rumeurs qui continuent à être discutées, même s'il me semblait que c'était des choses qui étaient mises de côté. Je pense que rien n'est fait, et le fait qu'il y ait autant de rumeurs laisse imaginer qu'il y a encore beaucoup de possibilités jusqu'à la présentation en juin, mais des discussions donc entre Apple et OpenAI pour de l'intégration d'intelligence artificielle générative dans iOS 18. Gaëtan, est-ce que tu es prêt à changer d'iPhone pour avoir un iPhone qui fasse de l'intelligence artificielle générative en local? Oui. Bien sûr, bien sûr. Après, voilà les options. Non, mais après, cette partie, tous ces sujets que vous traitez absolument très très bien sur l'IA, fait penser à une autre époque, avec le lancement de toutes les plateformes, enfin, c'est pas les plateformes, les moteurs de recherche sur Internet, avant Google. Alta Vista, c'était quoi ça? Lycos, etc. va chercher. T'en avais plein différents. Et puis au final, il n'en restait qu'un. Ouais. Google, quasiment. Et je pense que, je me dis que tous ces systèmes d'IA, ces plateformes-là, elles vont pas pouvoir toutes tenir dans le temps. Il y en a qui sont très bonnes, il y en a qui sont excellentes, il y en a qui sont surtout qui coûtent cher. Il y en a qui sont en local, il y en a qui sont qui sont qui communiquent. Enfin, aujourd'hui, quand tu parles grand public intelligence artificielle, tout le monde te dit ChatGPT. Voilà, un peu copilote maintenant pour ceux qui sont mais c'est tout. Le grand public, en tout cas, ouais, je pense que dans les discussions de cantine, voilà, c'est de ça que ça parle, quoi. Donc là, on est que sur la partie, ça bouge très vite, très fort. Un foisonnement, technologique, au niveau innovation, c'est un foisonnement, on peut faire plein de trucs, c'est génial. Qu'est-ce qu'on va en faire au final? J'en sais strictement rien. Mais il va pas rester beaucoup de monde à la fin. Il y aura beaucoup il y a un foisonnement en tout cas, et effectivement, peut-être que demain, il y aura peut-être pas autant d'effervescence, mais parce qu'il y aura une nouvelle hype autour de quelque chose, quelque part aussi. Et après, pour revenir sur ta question, je suis convaincu que Siri va être remplacé par ça. Voilà. Ouais, on est d'accord. Il va avoir au moins une version intelligente. Enfin. Siri Plus, je sais pas comment ils vont l'appeler. Le Siri Pro. Ouais, j'ai l'impression que. Alors, ouais, ce qui serait. Ouais, je sais pas. Ce qui serait malin, c'est de continuer à l'appeler Siri, tu vois. Oui, c'est très transparent. Oui, je pense et si tu as un abonnement à iCloud plus je sais pas quoi, bah, il est plus intelligent. Je sais pas. Ah ouais.
On va continuer parce qu'on a encore quelques petites news à partager et à commenter ensemble. Alors, on va continuer à parler d'intelligence artificielle puisqu'il y a un ancien employé, alors je ne sais plus si c'est oui, c'est un ancien animateur de chez Pixar qui revient, et je trouvais ça hyper intéressant, sur cette espèce de grosse tendance des vidéos générées par intelligence artificielle. On peut penser assez spontanément à Sora, dont on a largement parlé, qui permet de générer des vidéos, je sais plus, c'est jusqu'à 1 minute, il me semble. Très convaincante, etc. Et il explique un truc qui est intéressant. Et en fait, c'est toujours intéressant de réaborder les sujets sous l'angle de ceux qui travaillent concrètement avec. Et il nous explique, ce monsieur, qui a donc travaillé sur plusieurs projets de films d'animation chez Pixar, que le moindre détail nécessite d'être maîtrisé. Et il explique que si tu génères un plan de quelques secondes, voire même de moins d'une seconde, si tu as des projets de construction de ton plan, que ce soit fixe, puis via différentes étapes d'animation, il renvoyait ça en aller-retour avec les managers, avec les personnes qui gèrent la production de contenu. Et il faut toujours ajuster. Voilà, il faut changer cet arrière-plan, il faut changer ce petit objet derrière, la thématique de couleur, la texture, etc. Et on n'a pas toujours en tête, je pense, parce qu'on ne sait pas toujours comment sont faits ce type de contenu, le fait qu'il faut avoir la main sur chacun de ces détails. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque cruellement. Oui, il y a des intelligences artificielles génératives, notamment Midjourney, qui permet de réajuster le contenu. Il y a des solutions qui permettent de retravailler et d'itérer, mais ça reste jamais aussi fin. Et c'est pas demain la veille, d'après lui, et sur le plan technique, a priori, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas demain la veille qu'on aura énormément la main sur les petits détails techniques des contenus qui sont générés en images et en animation. Bon, en même temps, à chaque fois qu'on dit ça, à chaque fois qu'on glisse c'est pas demain la veille en intelligence artificielle, la semaine suivante. Voilà, il suffit qu'on attende 2 semaines pour se rendre compte que c'est contredit. Donc bon, à voir si ça avance. ChatGPT aussi qui dit n'importe quoi, Gaëtan. Je ne sais pas si tu t'en étais rendu compte. Voilà. Oui. En tout cas, c'est Max Schrems. Alors, il me semble qu'on a déjà parlé de ce monsieur qui est un activiste autrichien et qui aime bien challenger les grandes entreprises de la tech avec les dispositifs légaux. On l'a vu remonter à plusieurs reprises. Et il attaque OpenAI, Gaëtan. Et il n'est pas content parce que, tout simplement, OpenAI met à disposition, au travers de ChatGPT, des informations erronées sur le plan individuel. Et quand on demande à OpenAI de nous dire comment ça se fait que vous avez ces infos-là sur nous, ils ne savent pas trop répondre. Quand il dit « j'aimerais corriger en vertu du DMA, en vertu du, pardon, pas du DMA, de la RGPD, j'aimerais que vous puissiez modifier les infos que vous détenez à mon sujet et de restituer et corriger les infos », ils ne savent pas faire. Ah, gros problème. À savoir si, est-ce que ça peut tenir ça? Pas sûr. Ça dépend comment c'est monté. Oui, c'est une question juridique en fait. C'est clairement une question juridique et qui est bouleversée par l'arrivée de l'intelligence artificielle une fois de plus. Mais c'est vrai que si tu prends au pied de la lettre le RGPD, les intelligences artificielles génératives qui restituent des infos avec des éléments de données personnelles, complètement. Alors, je ne sais pas s'ils ne sont pas concernés. Moi, je dis qu'ils ne seraient pas concernés. Toi, tu dis oui, toi? Moi, j'ai tendance à dire qu'à partir du moment où tu lui dis qui est Gaëtan de Cotigeek et qui répond le fait que, j'en sais rien, tu es un grand danseur étoile qui est né en telle année et que l'année n'est pas bonne, et tiens, qui balance peut-être ton adresse parce qu'il l'a retrouvée, voilà. Est-ce que tu n'as pas, toi, en tant que Gaëtan, le droit de te retourner vers OpenAI pour dire d'où est-ce que vous détenez les données me concernant? Je fais un droit d'opposition. Oui, c'est un droit. En fait, l'information est erronée. Pardon, oui, c'est ça. Mais c'est une composante du RGPD, tu vois, de pouvoir interagir avec la détention. Toi, tu me demandes, poses la question qui est Gaëtan, et tu dis c'est un danseur étoile qui fait du vélo électrique sur Paris sur une roue. C'est ça. Ce qu'il faut. Donc, effectivement, c'est pas du RGPD. D'accord. Là, je peux dire. Effectivement, c'est un autre sujet. Ça peut être de diffamation. Enfin, ça dépend du. Et encore, demain, tu dis, c'est quelqu'un qui fait du vélo alors que je fais jamais de vélo. Est-ce que c'est de la diffamation? C'est même pas ça. Enfin, Comme beaucoup de ces sujets amenés par l'intelligence artificielle, on jongle avec la réalité d'avant et on sent qu'il y a besoin de faire. C'est un nouveau cadre à définir. Voilà, clairement. En fait, c'est le cadre à définir. C'est pas de dire est-ce que ça rentre ou pas dans le RGPD. C'est quel est le cadre qu'on donne par rapport à ces sujets. En tout cas, lui, il challenge tout ça. Il a une association, évidemment, dont c'est... mais j'aime bien, moi, le fait qu'il y ait des activistes comme ça et qui bossent ce genre de sujet pour nous. C'est nécessaire, tu vois. Il faut, justement, de trouver les limites de l'outil. Est-ce que tu serais intéressé pour t'équiper d'un Rabbit Air One? Non.
je vais déjà mettre le nouvel iPhone, donc j'ai plus de souffle. Bien vu. Non, je suis très dubitatif pour ces. Alors, ouais, bah, vas-y, mais non. Non, vas-y, je te laisse continuer. Non, En plus, les auditeurs savent de quoi il s'agit grosso modo. On peut le représenter en une tous seconde. ces nouveaux outils comme le Human Pin, le iPin, etc., AI qui se Pin de veut Human. être révolutionnaire et remplacer le smartphone, j'y crois pas un instant. Parce que jamais un outil n'a été présenté comme remplaçant un autre outil. Ouais. Quand l'iPhone est sorti, c'était pas le remplaçant du téléphone, hein. C'était une évolution. Et c'était enfin, bon, après, l'histoire a fait que ça a fonctionné, mais ça n'a jamais été présenté comme dire voilà, ça va remplacer tous les téléphones et on a créé un nouvel objet. Sinon, on a fait évoluer, on a l'objet ultime par rapport à des usages, mais c'était pas pour venir révolutionner quelque chose. On n'a jamais dit que le DVD allait révolutionner la cassette VHS à l'époque ou le Blu-ray, le DVD. Ah ouais. C'était une évolution. Mais non, ouais. Okay. Pour moi, ça a toujours été des évolutions. Et là, il présente ces outils-là. Ah oui, d'accord. Un nouvel usage, un truc qui, tu n'as pas de besoin, mais cet outil va venir révolutionner ta vie. Enfin, c'est très market. Je suis très dubitatif. J'attends de voir. Peut-être que j'espère me tromper, parce qu'au moins je serai enthousiaste, mais je sais pas. Je suis très sceptique. Dès que le market prend la parole avant la tech, c'est pas bon. Et puis on sent bien qu'il y a effectivement une hype sur laquelle surfer, mais j'ai le sentiment quand même, c'est pas la première fois qu'on nous parle du relais en termes de révolution du smartphone, parce que ça a été tellement énorme, ça a tellement surpris à l'époque, et ça a tellement bouleversé des pans entiers de la société et les usages, que tu as envie de pas de prendre le prochain virage. Alors d'ailleurs, d'aucuns présentent le fait que ça pourrait être la réalité augmentée, etc. Moi, tout ça, j'en suis pas convaincu. Moi, j'ai le sentiment, effectivement, je fais partie de ceux qui pensent que le smartphone est tellement pertinent qu'il est là pour être durable, en fait. Pour être très longtemps dans nos sociétés, là où on s'imagine qu'à l'échelle de quelques années ou dizaines d'années, il y a autre chose qui va le supplanter. Eh ben, je sais pas. Je pense que c'est comme la voiture, c'est une réponse pertinente à des usages. Et aujourd'hui, la voiture, elle a pu changer subtilement de par ses motorisations, de par les équipements qu'elle propose. Mais le principe d'avoir quatre roues avec un machin qui te déplace, ça n'a pas changé depuis très longtemps. Et j'ai le sentiment que le smartphone, c'est parti pour être pareil. Je vais te faire deux parallèles aussi. Enfin, tu vas abonder dans mon sens avec d'autres exemples. Il y a deux sujets. Il y en a un qui s'appelle la télévision. Ah oui, exact. Voilà, qui existe depuis, je crois, maintenant, ça va faire 100 ans. Hein, c'est la première télé. Je pense qu'on n'est pas loin des 100 ans de la télé. Enfin, premier écran qui diffusait des images. Et puis, le deuxième sujet, c'est l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un clavier et un écran. Ouais, c'est vrai. Je t'en donnerai un troisième. L'appareil photo. On va tous les lister. C'est vrai, l'appareil photo, en fait, je sais pas. Prends pas le Minitel, je te le laisse. Mettons-le de côté. Mais l'appareil photo, tu as raison, oui. Ouais. Même si le smartphone, quelque part, a ce plan. Bon, bref, tout ça pour dire que... pourquoi on parle du Rabbit Air One et pourquoi... déjà, on n'y croit pas trop. Mais c'est qu'il y a aussi des dénonciations de cet outil qui sont au-delà de la faible conviction que vous avez perçue de notre part sur les usages durables de ce type de produit. Le fait que ce serait même une véritable arnaque, selon certains. Notamment... Alors bon, c'est donc un petit appareil connecté, le petit truc orange, là, un peu carré, qui est conçu pour interagir, a priori, avec un grand modèle de langage multimodal. Il pourrait répondre à des questions, mais il peut analyser des images grâce à l'appareil photo, etc. Et il a une intégration, en particulier avec des services comme Spotify ou Uber. Et en fait, le problème, c'est que de tous les tests qui ont pu être menés, il y a énormément de bugs, là encore, qui les empêchent tout simplement même d'utiliser les Spotify et Uber. Et même de fond, sur le plan technique, il y a eu une fuite du code source qui fait tourner le Rabbit Air One, qui met en lumière le fait que l'outil, il utilise un service qui s'appelle Playwright pour se rendre sur Spotify.com, effectuer une recherche et lancer la musique. Et a priori, même chose pour DoorDash, Uber et Midjourney pour la génération d'images. Et en fait, comme l'interface est un peu bizarroïde et c'est une espèce d'artifice, enfin, quelque part c'est une sorte d'e-frame qui fait appel à d'autres services, évidemment il n'y a rien de très révolutionnaire, voire même c'est extrêmement soumis à plein de bugs. Ultime chose, j'ai vu une vidéo sur Threads qui singeait le Rabbit Air One en disant j'ai pas trop besoin de cette petite roulette à côté, enlevons-la. Je préférerais avoir 2-3 boutons bien pratiques, beaucoup plus simples sur le côté, bouton volume plus, etc. Cet écran ne prend pas suffisamment de place sur la surface de l'appareil, je l'étendrai. Et en fait, au final, tu aboutis à quoi ? Un smartphone. Et en fait, ça fait la même chose qu'un smartphone, mais en moins bien.
et avec des contraintes en plus, donc je ne sais pas trop comment ça peut fonctionner. Mais bon. Autre menteur, Gaëtan, Qualcomm, et on va le mentionner rapidement parce que pour l'instant, il n'y a rien de véritablement avéré et il faudra se baser sur des véritables tests en bonne et due forme, mais Qualcomm mentirait et tricherait sur les benchmarks de leur Snapdragon X Elite et Pro. A priori, il y a effectivement pas mal d'éléments concordants qui semblent montrer que déjà, il n'y a pas d'informations très très claires sur les composants à l'intérieur qui constituent ces nouvelles générations de processeurs. Il n'y a pas de détails sur les capacités du GPU, par exemple. Il parle juste de 3,8 teraflops. Voilà, il n'y a pas plus d'éléments détaillés. Tu veux que je te donne la composition? Comment? Moi. Tu veux que je te donne la composition du microprocesseur complet? Ah bah vas-y, ça m'intéresse. Non, je ne m'appelle pas Guillaume. On le laissera revenir sur ce sujet, je pense, qui fera les choux gras. Mais en tout cas, oui, c'est intéressant de voir que ce qui est présenté comme une étape importante dans le développement des produits côté Qualcomm serait sujet à pas mal de flou artistique judicieusement choisi qui permettrait de biaiser un petit peu notamment des résultats de benchmark, donc à suivre. On parlait des appareils qui pourraient succéder demain au smartphone et on a évoqué rapidement l'Apple Vision Pro. Pareil, j'aime bien te poser la question, comme j'ai pas eu l'occasion de parler de ces sujets tech avec toi depuis pas mal de temps. Je crois pas que tu aies vraiment parlé, même dans tes podcasts, de ce produit, l'Apple Vision Pro. Est-ce que tu fais partie de ceux qui s'en moquent allègrement, ceux qui, au contraire, sont assez séduits par l'expérience qui est présentée par Apple? Une vision intermédiaire, c'est quoi ton sentiment? Intermédiaire, moi j'ai en fait la chance d'avoir déjà un Quest, Quest 2, donc en fait, dans ce que je vois dans la proposition, même si c'est pas Est-ce que tu t'en sers? Non, absolument pas. Voilà. De temps en temps, je le recharge, je le pose sur le nez, au bout de 10 minutes, j'ai envie de... Je suis pas bien, j'ai envie de te mettre, enfin voilà, ça me fait, j'y arrive pas. Autant la première expérience était immersive, c'était un effet waouh. T'as l'effet waouh dans ce genre d'outil. Donc je pense sur le MetaQuest, je vais même pas sur Vision Pro. MetaQuest, quand je l'ai eu, waouh, c'est génial. Enfin l'immersion, le côté bulle, le côté la promesse de dans un monde virtuel, oui. Après t'as la définition, après t'as toute la partie technologique qui est plus ou moins bonne là-dessus. Justement, avec la Vision Pro, j'ai ressorti le MetaQuest. Il y a une mise à jour maintenant, ça fonctionne même avec les doigts. Enfin bon, ça a pas mal évolué, donc ça s'y rapproche. De ce que ressort de Vision Pro, c'est qu'effectivement, technologiquement, le truc, c'est vraiment hyper abouti par rapport à ce qu'on connaît en MetaQuest. Très bien. Après l'usage, t'as des écrans un peu partout, ce que tout le monde. Enfin, super. Mais je suis pas convaincu. Moi, je suis pas convaincu que le produit demain puisse remplacer ton ordinateur, pardon, juste parce que tu te portes sur le nez et que ça a un poids. Et que voilà, c'est une contrainte. Tu as une contrainte de plus. On revient toujours sur le sujet de tout à l'heure de l'évolution entre ton ordinateur, ton clavier, ton écran, de passer directement à Vision Pro. Je pense que Vision Pro, pardon, je pense que c'est trop. La marche est trop grosse. Et donc des usages très spécifiques, pourquoi pas. En fait, c'est les Google Glass de l'époque. Hein. Google Glass, moi, le produit quand Google Glass a été annoncé, les Google Glass ont été annoncés, pardon. J'ai trouvé ça super. Je dis ouais, technologiquement, c'est génial. Le truc est mort. Moi aussi, je trouve. Le truc est mort avant d'être sorti parce qu'en fait, il y avait déjà tout un buzz sur la liberté, enfin le fait d'être filmé à l'insu de ton plein gré, comme on dit, etc., etc. Aujourd'hui, ça fonctionnait dans certaines industries, dans des trucs très très niches. Je sais, Vision Pro, je pense que ça a le mérite d'exister, mais après derrière, pour l'instant, non. En fait, il y a quand même des éléments qui sont un peu qui m'interpellent un petit peu. Donc bon, il y a des estimations de vente, des estimations de production. C'est toujours, je pense, très compliqué d'aller là-dessus. Oui. Comment ? Avec Apple, oui, c'est très compliqué. Alors voilà, avec Apple, c'est très compliqué. Et effectivement, les seuls éléments qu'on a qui nous permettraient d'essayer de jauger un peu de ce qui se passe, c'est des analystes comme Ming-Chi Kuo, dont on parle régulièrement, qui seraient bien informés, parce que Ming-Chi Kuo, évidemment, est directement renseigné auprès des fabricants qui sous-traitent auprès de qui sous-traitent la production Apple. Mais a priori, il y a quand même des indicateurs qui montreraient que les chiffres de vente seraient vraiment pas aussi élevé que prévu, voire même on commence à prononcer le mot de flop au sujet de la vente de l'Apple Vision Pro. Alors, est-ce que ça va vraiment se vérifier, se concrétiser? C'est difficile. Il faut en tout cas attendre un petit peu, avoir un petit peu de recul. Mais il y a aussi des éléments, c'est que ça commence à baisser de prix sur le marché de l'occasion.
Donc ça veut dire qu'en gros, il se revend pas très bien non plus sur le marché de l'occasion, ce qui est jamais très bon signe. Là où en général, un produit qui est très demandé, il est vachement, parfois même plus cher d'occasion récent que neuf parce que tu n'arrives pas à le trouver. Là, c'est pas le cas du tout. Il y a quand même la sortie prévue dans plein de pays, dont la France, si je dis pas de bêtises, qui pourrait éventuellement dynamiser le sujet. J'ai pas le sentiment que parce que tu vends à plus de monde, parce que tu le mets à disposition en vente auprès de plus de monde, tu convaincs plus les gens sur leurs usages sur ce type de produit, mais on verra. Et en tout cas, ultime info qui est pas forcément rassurante, c'est qu'il faudrait même attendre fin 2026 pour voir une nouvelle version de ce produit dans la gamme Apple Vision, du coup, donc peut-être un Apple Vision grand public 1 ou Pro 2 ou que sais-je. Attention, tout ça, encore une fois, c'est pas des communications officielles, c'est des rumeurs, c'est des indications pour lesquelles on essaie de tirer des conclusions un peu hâtives, mais je ne peux pas m'empêcher, moi, de penser qu'il y a beaucoup d'audace et beaucoup de présomption d'usage de la part d'Apple sur ce type de produit, et que malheureusement, c'est pas forcément ce que désire le grand public, et c'est très loin d'être ce que peut attendre le grand public. Et quelque part, ce que tu témoignes de ton MetaQuest 2 et de plein de témoignages que je vois de ceux qui s'équipent de ces casques, c'est systématiquement la même conclusion. Je ne sais pas si on a dans notre entourage, proche ou pas proche d'ailleurs, mais des cas de témoignages de personnes qui, sur la base d'un alors c'est pas les MetaQuest, mais c'est les MetaQuest Pro, ou même évidemment d'Apple Vision Pro, de personnes qui décrivent le fait qu'ils ont évolué fondamentalement dans leurs usages, dans leur consommation du quotidien. C'est ça, qui passe que par ça. Ou même qui l'utilisent beaucoup, tu vois. Il n'y a pas eu de témoignages aujourd'hui qui disent désormais je peux plus m'en passer. Il y a une communauté de développeurs, il y a des personnes qui sont fans, mais vraiment, de manière généralisée, des personnes qui, une fois qu'ils se sont équipés, sont convaincus par les usages au quotidien, j'ai pas vu, quoi. Donc, Et puis, tu vois, même sur la partie influenceur, entre guillemets, par rapport à ce produit-là, quand c'est sorti, tout le monde a été le tester, a été l'acheter, a été le récupérer, et puis chacun il y a de sa vidéo de présentation de l'outil, c'est top, je fais 24 heures avec, je fais 48 heures avec. Et depuis, on n'en parle plus. Je veux dire, t'as pas de. Tu vois, t'as des sujets comme l'iPad, par exemple, en disant voilà, l'iPad, j'ai des nouvelles fonctionnalités, il y a des nouveaux. On peut faire ci, on peut faire ça, j'ai trouvé une fonctionnalité, j'ai trouvé un usage, j'ai trouvé des choses, et puis tu partages ce sujet-là. Comme avec Notion aussi. Enfin, t'as plein de sujets où, une fois que t'as présenté le produit ou l'application, après derrière, tu peux faire plein de choses dedans. Là, le Vision Pro a été présenté, et derrière, on voit personne dire ça y est, j'ai trouvé une super application, la killer app ou un truc. Moi, j'ai un usage très spécifique là-dessus. Non, je l'ai vu nulle part. Alors après, je cours pas après tous les youtubeurs du monde et tous les blogueurs du monde là-dessus. Mais malgré tout, j'ai pas vu passer grand-chose. Ouais, ça reste des sentiments qu'on a, évidemment. C'est pas des études étoffées. C'est un beau produit de collection. Voilà, c'est ça. Ça va être un beau produit de collection. Donc, essayez de le choper pas trop cher pour plus tard. Ouais, j'avais pas pensé à ça. T'as pas tort. En plus, si ça baisse de prix sur le marché de l'occasion, peut-être surveiller. Comme le Lisa. Mais en fait, juste pour aller peut-être un cran plus loin dans ta réflexion, je me dis que c'est un bon produit dont on a tous envie de goûter à l'expérience au moins une fois. Voilà. Ça, je pense qu'on serait malhonnête si on ne disait pas j'ai envie de le tester, j'ai envie. Mais le problème, c'est dans quelle mesure est-ce que tu as envie, d'une part, de l'acheter, et quand bien même il serait à un prix hyper abordable, dans quelle mesure est-ce que tu as envie de l'inscrire dans ton quotidien? Et là, encore une fois, c'est la réponse à laquelle je n'ai pas de questions. Moi, je tends à dire non depuis le début qu'ils ont présenté ce truc-là. Mais demain, ils vendent même 500 €, j'y vais pas. Mais moi non plus. Moi non plus. Mais peut-être que d'ici là, il y aura, grâce au parc qui aura été largement développé, une communauté de développeurs incroyable, des usages de fous, très convaincants, et tant mieux. Je me dirais à l'époque, j'ai dit que j'allais pas non plus sur l'Apple Watch. Donc, Ouais. Quand elle a été présentée, je fais non, jamais j'irai sur l'Apple Watch. Est-ce que c'est aussi engageant d'avoir une montre connectée que de t'équiper d'un casque de réalité mixte Non, sur le fait de dire ce prix-là. C'est pas aussi engageant. Voilà. Non, c'est pas aussi engageant, mais puis même à porter et assumer au quotidien. Oui, c'est sûr, mais c'est pas du tout la même. C'est pas la même chose. Enfin bon, on verra. Et si la rumeur, enfin si la prochaine version est vraiment prévue pour fin 2026, si c'est vrai, ça veut dire que Apple est en train de revoir totalement sa copie. Ça peut être qu'une bonne chose dans l'évolution du produit. S'ils sortent une version 2 dans 6 mois, on sera la même chose avec une meilleure définition, un meilleur microprocesseur et puis
un changement de couleur. Je te fais Ouais, ça. ouais, 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 effectivement. Ouais, c'est effectivement le pendant positif de ce type de calendrier, c'est de dire, ils croient tellement en leur solution et ils pensent qu'elle est tellement pertinente et durable que voilà, la version qu'ils ont proposée n'est pas de nature à être challengée avant fin 2026. Fine. À voir. Dernière chose pour justement les futurs produits, les successeurs, avec des rumeurs qui se précisent. Alors bon, pour la PS5 Pro, on en a déjà parlé, hein, a priori, je pense que ça fait plus trop de doute sur l'arrivée d'une PS5 Pro avec des usages qui ne seraient pas de nature à bouleverser la PS5, qui seraient des ajouts quand même assez sympas en termes de perf et de fluidité de jeu. Eh ben, on a du nouveau aussi sur la Switch 2, là aussi des rumeurs qui semblent concordantes, notamment avec, tenez-vous bien, des nouveaux systèmes d'attache pour les Joy-Con. À la place, notamment, des petits rails en plastique, il y aurait des systèmes d'attache magnétiques. Et j'avoue que ça pourrait être quelque chose d'assez séduisant, vu comment c'est un peu relou aujourd'hui d'avoir les glissières qui sont assez gonflantes. Il y aurait aussi des nouveautés au niveau des gâchettes, qui là aussi, a priori, seraient des boutons métalliques et qui s'activeraient aussi de manière magnétique. Donc j'attends de voir. Un écran un peu plus grand que la première Switch, qui passerait a priori sur un format plutôt de 8 pouces et qui gagnerait en définition pour aller au moins jusqu'à la Full HD. Il y en a même qui parlent de résolution un petit peu supplémentaire, mais surtout l'info qui semble être concordante et plutôt enthousiasmante, ce serait d'avoir une Switch 2 qui serait pensée pour être rétro-compatible. Est-ce que Nintendo, de toute façon, peut raisonnablement se tirer une balle dans le pied? Oui, on dit ça. J'ai du mal avec mes expressions ce soir. Ouais. Une balle dans le pied avec Bienvenue au une club. Nintendo Switch 2 qui ne serait pas rétro-compatible. Bonne question. Est-ce que tu as une Switch à la maison, Gaëtan? Alors, étonnamment, non. T'as La résisté. Switch, alors je viens de Non, regarder. attends, parce que- t'as pas d'Apple Vision Pro, t'as Non, pas de monsieur, Switch. non, Qu'est-ce que j'ai- c'est que ça? Et c'est plus ce que c'était, mon monsieur. Alors, la Switch, c'est la console, et je le dis, enfin, je l'assume pleinement. Quand ça a été annoncé, je dis, mais j'y crois pas un instant, ça marchera jamais. Ça va être le truc, je vois pas l'intérêt de faire une console portable que tu peux brancher. Enfin, le concept, je le comprenais pas. Pour moi, j'étais convaincu que ça ne marcherait pas. Et là, je viens de regarder, en fait, elle est sortie en 2017. Ça fait déjà 7 ans qu'elle est sortie. Ouais. Et on parle seulement de la version 2. C'est incroyable, hein. Et ça cartonne, enfin, là-dessus. Donc, Mm. mon analyse est. Pour tout ce que j'ai dit depuis le début de l'émission, n'hésitez pas. Vous prenez tout l'inverse, et puis comme ça, vous aurez vous saurez ce qu'il faut faire. Bon, blague à part. Switch, non. Mes filles enfin, mes deux grandes filles ont pris des Switch. J'ai testé un tout petit peu. Je joue un petit peu, mais sans plus, parce que j'ai considéré que je sais pas, c'est peut-être purement égoïste, mais en disant non, ça devait pas marcher, donc ça ne m'intéresse pas. Ah, tu l'as fait. T'en as fait un dogme de consommateur. Ouais, limite ça. Puis après, bon, je suis plutôt PlayStation. Les jeux, j'avais la Wii à l'époque. Et puis en fait, le problème de Nintendo, c'est que tu retrouves tout le temps, enfin, t'as beaucoup tout le temps les mêmes jeux qui reviennent, voilà. Ah, mais c'est une recette qui marche, quoi. C'est une recette qui marche, ah oui. Ils ont Ah, réussi Mario à Kart, recycler une solution qui marche bien aussi par plein d'aspects. Écoute, à suivre, ça restait de la rumeur, et puis c'était juste pour justifier l'existence d'une rubrique jeux vidéo. C'est logique je pense qu'ils fassent une suite, parce que bien ça sûr. fait donc 7 ans. 7 ans. Je suis pas sûr qu'ils aient fait une C'est console incroyable, aussi longue, Nintendo. Hein. En fait, ça dépend si tu considères les différentes versions de Game Boy comme étant une seule et même console. Oui, c'est mais vrai aussi, bon, ouais, t'as raison. Bravo, Pour moi, non. Nintendo, bien joué. Ouais. Au lieu, Gaëtan, de te poser la question de quelle console tu utilises au quotidien, j'ai une question, et j'ai pas une console, j'ai une question bien plus intéressante et pertinente à te poser. C'est où est-ce qu'on pourrait te retrouver si les personnes qui t'ont écouté là dans Tech Café et qui ne t'avaient pas déjà écouté dans Tech Café Domotique souhaiteraient te retrouver. C'est le plus simple, vous allez sur le site kotigeek.fr, QUOTIGEEK.fr, qui est à la base un blog, mais qui est également la plateforme où j'héberge les podcasts, la chaîne YouTube, les liens vers différents réseaux sociaux. Comme ça, vous pouvez prendre contact avec moi et voir mes différentes créations, parce qu'il y en a un petit peu de partout. Notamment, en ce moment, le grand truc à la mode, c'est les Lego. Donc, ah oui, effectivement. Podcast sur les Lego, et dans quelques jours, on a le 4 mai, donc May the Force avec Star Wars. Ouais. Du côté de chez Lego, il y a pas mal d'annonces. Ah d'accord, et avec des annonces ou des offres auxquelles on peut... Des annonces et des offres. En fait, maintenant, l'épisode va sortir demain. Ah bon, bah écoute, rajoutez-le à votre app de podcast. Le podcast s'appelle Oui, Brick quand en même, vrac. citons-le. Voilà, bon, si vous aimez les Lego, achetez un petit coup d'œil sur ce podcast.
On va mettre le lien dans les notes de l'épisode, comme ça les internautes pourront tout de suite aller s'abonner. Petite info d'ailleurs, hein, parfois les notes de l'épisode sont tronquées parce qu'on fait des notes d'épisode à rallonge. Le mieux c'est d'aller sur techcafé.fr, vous retrouvez l'article qui accompagne la parution d'un épisode et là vous avez l'exhaustivité des liens qui ont servi à construire cet épisode. Donc vous pourrez retrouver notamment les liens Cotigui, vous pourrez retrouver Brick en vrac, vous pourrez retrouver tout ce que vous voulez. Non, je t'ai plus. Merci beaucoup, en tout cas Gaëtan, d'avoir répondu présent pour cet épisode de Tech Café. Plaisir partagé, et puis évidemment aussi n'hésitez pas à aller chercher, vous tapez domotique sur techcafé.fr et vous aurez tous les épisodes de Tech Café Domotique où ça parlera de temps en temps d'Home Assistant mais aussi de toutes les solutions pour connecter votre maison. On te retrouvera avec Julien et Antoine qu'on salue évidemment. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, vous me retrouvez aussi sur patreon.com/techcafé si vous souhaitez soutenir Tech Café financièrement. Vous pouvez le faire, comme je vous l'ai dit, en plafonnant votre participation ou même sur une durée limitée. C'est toujours avec plaisir que je vous vois vous inscrire tout simplement et contribuer à la hauteur de ce que vous pouvez au financement de Tech Café. Je vous invite aussi à discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Et normalement, si tout va bien, on retrouvera Guillaume Poggiaspala la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao à toutes et à tous. Ciao. Ciao, bye.